Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Ma Bannière, le grand plaisir pour nous de nous retrouver avec vous encore aujourd'hui. Nous nous retrouvons pour une émission que nous avions annoncée, plateau spécial. Vous le savez très bien que le plateau spécial, nous le faisons lorsqu'il y a un événement, une activité spontanée qui peut venir d'une manière ou d'une autre. Mais nous l'avions dit que cette fois-ci, nous allons nous retrouver avec les acteurs qui avaient pris part au débat qu'on avait organisé le 6 mai 2022 lors du premier tour de l'élection du gouverneur vers vice-gouverneur du Congo central. Et nous étions encore retrouvés le 9 mai 2022 lors du deuxième tour. C'est avec ces mêmes acteurs avec qui nous étions sur le plateau ces jours-là que nous avons invité aujourd'hui pour que nous puissions ensemble essayer d'évaluer que depuis le 9 mai 2022, et hier c'était le 9 mai 2023, jour pour jour, une année, 365 jours écoulés, comment les gagnants, nous le savons très bien que le 9 mai, c'était le docteur Guy Bandou Ndungidi qui avait gagné cette élection. Mais ça, nous nous disons, depuis qu'il avait gagné les élections, comment il a travaillé? L'évaluation. Et nous ne le faisons pas de n'importe quelle manière, mais nous allons le faire sur base de son discours. Parce que, avant d'être élu, le gouverneur de province, à l'époque où il était candidat, il avait fait son discours devant les députés provinciaux. Et c'est sur base de ce discours que les uns et les autres l'avaient voté. On l'a fait confiance sur base d'un discours. Et après avoir été élu, il est revenu encore à l'Assemblée provinciale, et ce jour-là, je me rappelle, c'était le 27 juin, où il est venu maintenant présenter son gouvernement et présenter le programme d'action. Lorsque vous regardez son discours de campagne, le plan qu'il avait présenté, et aussi quand il a présenté maintenant son programme d'action, c'était effectivement la façon de mettre en jonction, de mettre ensemble quelques petits rectificatifs, mais il a fait un programme d'action. Maintenant, il a travaillé. Ici, nous parlons seulement du gouverneur, parce que c'est lui qui a été élu le 9. OK? Gouverneur et vice-gouverneur qui ont été élus le 9 mai. Depuis qu'il a travaillé jusqu'à aujourd'hui, comment pouvons-nous évaluer son travail? Et aujourd'hui, je suis entouré de 4 personnes qui sont déjà présentes. À ma gauche, nous avons monsieur Nzembele Mabanza. Il est secrétaire exécutif provincial de la nouvelle génération consciente. C'est quoi nouvelle génération consciente encore? Oui, c'est un parti politique membre de la majorité présidentielle de l'Union sacrée qui prône une nouvelle génération. Vous savez, on a beau travailler avec les anciennes générations. Maintenant, il faut que la jeunesse se réveille. Il faut que la jeunesse se prenne du pouvoir. Et c'est ça la nouvelle génération. La nouvelle génération consciente alors. Consciente. Voilà. Ok, merci. Ça, c'est notre ami Nzembele qui vient de se présenter parce qu'il nous parle des Nogé. Pour nous, nous venons de l'apprendre ici sur place. Nous comprenons, mais il est de la majorité présidentielle. Donc, quoi, ça s'appelle comment? L'Union sacrée. Bien sûr. Ok, merci. À sa gauche, nous avons monsieur Blanchard Maloulou. Il est interfédéral, président interfédéral de l'Alliance pour la République et la Conscience nationale. Et la conscience nationale. ARNC. ARCN en sigle. ARCN. Oui. Le parti cher à Bitakwira. Bitakwira, qui est aussi membre de l'Union sacrée? Actuellement, oui. Actuellement, oui. Mais je me rappelle, lorsqu'on avait présenté l'émission, il était seulement proche du chef de l'État, mais n'était pas membre de l'Union sacrée. Oui. Ok, c'est très bien. Merci. Je me retourne de ce côté. Au coin, je vois notre jeune avocat, Simon Lusonso. Il est avocat, je l'ai bien dit, et il est analyste politique. Bonsoir, maître.
Bonsoir, M. Chamboui. Et vous êtes prêts? Nous sommes prêts, comme vous l'avez annoncé, et à chaque fois que l'opportunité se présente, de pouvoir communiquer avec la population pour l'intérêt de la province. Et donc, nous essayons de disposer notre temps pour répondre à votre invitation. Une fois de plus, donc, merci, mais aussi surtout, nous saluons cette population qui, à tout moment, lorsque nous intervenons, ne cesse de rester devant les écrans et à travers toutes les plateformes pour suivre vos différents magazines. Ok, merci. Tout juste à ma droite ici, c'est un confrère, un habitué des écrans. Ceux qui suivent l'actualité dans la province voient souvent ce visage ou cette figure. Il s'agit de M. Abey Lukaou. Abey, il est journaliste et analyste politique. Pourquoi pas analyste économique? Oui, je suis analyste tout court, parce que je peux analyser sur la politique, oui, sur l'économie et sur la santé, l'environnement. Merci Chamboui pour cette invitation. Je sais que la population est en train d'attendre cette émission parce que vous l'avez annoncé déjà. Il y a l'émission qu'on a réalisée ici l'année passée pour parler de la province du Congo central et de celui qui sera élu comme animateur. Et ces jours-là, c'était Guy Bandou qui était connu comme l'animateur au Congo central. Il avait remplacé Atou Matubwana. Et maintenant, nous allons évaluer, c'est une année après. Donc, nous sommes là pour informer la population, expliquer à la population ce que Guy Bandou avait prévu et ce qu'il a fait et ce qu'il est en train d'être fait et ce qu'il n'a pas encore fait. Donc, voilà. Ok, merci. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs de Ma Bannière Télévision et Ma Bannière FM et ceux qui nous suivent aussi sur les réseaux sociaux, nous sommes là avec les 4 invités. Nous allons essayer d'analyser. Mais question pour moi de vous rappeler, et je suis très flatté parce que depuis que nous avons annoncé qu'on va tenir cette émission, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont appelé, plusieurs qui m'ont fait arrêter en cours de route, plusieurs qui ont, chaque fois qu'ils voyaient les journalistes, les caméramens de Ma Bannière passer, ils disent, nous attendons les mercredis, nous attendons les mercredis. Donc, les 10, vraiment, nous avons compris que vous êtes nombreux qui suivez Ma Bannière et restez fidèles à cette chaîne, à ces médias, et vous ne serez pas déçus. Mais nous parlons de l'évaluation. Et avant d'arriver à cette évaluation, je vais recourir à la régie. Je vais demander à la régie de nous dire au moins de quelle manière lui-même, les gagnants du 9 mai, Guy Bandou, comment il entendait mener son programme d'action. Là, je demande à la régie de nous balancer le gouverneur de province. Global, poursuivi par ce discours-programme, est d'exposer, à travers les axes du programme d'action précité, les principales mesures gouvernementales susceptibles de créer les conditions permettant d'atteindre une forte croissance nécessaire à la province pour accroître ses ressources et financer ses politiques essentielles. Cette croissance passera notamment par la construction et la réhabilitation des infrastructures de base, la création des conditions encourageant l'initiative privée, le plein emploi de la jeunesse, ainsi que la mise à contribution de celle-ci aux activités essentielles. Les ressources ainsi générées permettront de lutter contre la pauvreté au travers de la prise de décision idoine et de l'exécution des actions sociales concrètes. Telle est en résumé la quintessence du présent discours-programme. Au-delà de la dimension politique et programmatique, ce discours est porteur d'une vision que je place au centre de l'action gouvernementale, celle de l'émergence d'une province à fort potentiel économique. Oui, l'émergence du Congo central est possible si l'on applique une politique agricole efficace autour de ces 2 millions de terres arables, de manière à faire de notre chère province l'un des greniers les plus importants de la République démocratique du Congo et de la sous-région. Oui, l'émergence du Congo central est possible si l'on met intelligemment à profit sa position géographique avec la République du Congo au nord, l'Angola au sud, la province de Kinshasa et celle du Kwango à l'est, l'océan Atlantique et l'enclave de Cabinda à l'ouest. Une posture naturellement favorable
pour faire de cette province un véritable hub économique et commercial de la sous-région. Oui, l'émergence du Congo central est possible si l'on exploite efficacement et de manière durable le potentiel que renferme son secteur minier, énergétique, environnemental, touristique, ainsi que le secteur des services, notamment avec ses infrastructures portuaires. De ces affirmations, il résulte que la conception des politiques publiques idoines et leur mise en œuvre autour des potentialités si haut identifiées sont un déclencheur essentiel du processus de diversification de l'économie du Congo central. À ce facteur, il faudra nécessairement associer l'implémentation d'un leadership visionnaire susceptible d'asseoir une meilleure gouvernance des affaires provinciales. Oui, l'émergence du Congo central est possible. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous sommes là en 2022, il a dit qu'il a eu une vision. Et sa vision, c'est de l'émergence de cette province, le Congo central. Une province qui a une forte potentialité pour son développement. Donc, on a vu quelqu'un qui croyait en lui. Vous avez vu, il a dit, oui, l'émergence du Congo central est possible. Oui, l'émergence du Congo central est possible par rapport à ce qu'il a dit. Il a parlé des terres, il a parlé de la position géographique, il a parlé de plusieurs autres potentialités qui sont en province, qui font que de lui-même, il a cru que l'émergence est possible. Maloulou, une année après, peut-on dire de manière globale qu'effectivement, le gouverneur avait cru, il avait une vision, et qu'à partir de lui, l'émergence du Congo central est possible. Merci Chambouille pour la question. C'est vrai, s'il faut capitaliser ce que nous avons comme richesse dans notre chère province, le Congo central, je dirais oui, le gouverneur avait bien raison de prétendre voir le Congo central d'une autre manière. Mais sauf que, une année après, si on doit se regarder en face et dire la vérité à notre peuple, moi je pense qu'il est loin de ce qu'il a prévu faire. Je ne sais pas si je dois me limiter là-bas, mais je dirais, les ressources, les potentiels sont là. Mais sauf que, pour arriver au résultat, il devrait avoir les gens qui devraient l'accompagner pour atteindre l'objectif. Et c'est là où, à mon humble avis, où les bas blessent, parce que l'initiateur est venu avec le projet, mais étant donné qu'il est seul, il devrait avoir tout son gouvernement, et ensemble avec les députés provinciaux, de l'accompagner pour qu'enfin qu'on puisse arriver là où il a prévu y arriver. Mais si ok, merci. On va entrer en profondeur. On va entrer en profondeur. Merci. Nzembele, oui, l'émergence du Congo central est possible. Oui, oui. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a raison. Il avait raison, tout comme il a toujours raison, que l'émergence du Congo central est possible. Mais je vais décevoir quelqu'un aujourd'hui pour s'y s'attendre qu'on puisse lui dire que le gouverneur de province a prévu ça et qu'il a fait, il a réalisé ce qu'il a prévu. Je pense qu'il sera un peu dessus. Parce qu'il faut quand même évaluer que le gouverneur est à son l'an 1. Ils sont à son l'an 1 de la prise du pouvoir. Et que au moment où, c'est vrai, qu'il devait, la population attendre beaucoup de lui, mais on ne se guérit pas de la malaria à une seule piqûre. Donc il y a une cure qu'on doit suivre, il y a un processus qu'on doit suivre pour que cette émergence tant vantée par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, soit effective. On ne peut pas, c'est vrai qu'il a écrit, et nous croyons en lui jusqu'à aujourd'hui, que c'est possible. Nous croyons en lui.
Abeille, l'émergence du Congo central, c'était ça, la vision de son excellence, monsieur le gouverneur. Tout à fait. L'émergence est possible parce que le Congo central est riche en sol et en sous-sol, en faune et en forêt. Nous avons presque tout. Il suffit qu'il y ait la volonté politique, la bonne gouvernance, qu'il n'y ait pas de mégestion. Le Congo central va émerger et va aller plus loin. Et il sera compté, et d'ailleurs elle est déjà comptée, la province est déjà comptée parmi des provinces qui produisent. Vous parlez de la volonté politique, et lui-même dans son discours, il a bien dit qu'il faudrait un leadership visionnaire. Oui, le leadership visionnaire, vous pouvez en avoir, mais si vous n'avez pas la volonté politique de mieux faire, c'est là où se trouve aussi le problème. Parce que lorsque nous avons suivi les discours programmes du gouverneur des provinces, c'était un discours qui a épaté tout le monde. Même si on dit que les députés étaient corrompus pour voter pour Guy Bandou, mais partant de son discours programme, il faut être un sourd-muet pour ne pas être flatté de son discours. Mais la réalisation, c'est là où se trouve le problème. Parce que lorsqu'on parle de la volonté politique, vous avez la volonté politique. Il a manifesté cette volonté de faire émerger la province du Congo central. La volonté politique marche aussi avec le moyen. Le moyen... Bon, on n'est pas encore dans les fonds, on va y entrer. Oui, le Congo central a beaucoup de moyens, M. Chambouyi. La théorie. La théorie et la pratique également. Parce qu'aujourd'hui, si vous consultez la DGRKC, parlons seulement de la DGRKC, c'est que cette régie financière produit aujourd'hui. Il y a déjà l'émergence. Nous avons le pétrole, nous avons de l'or, nous avons tout dans cette province, nous avons la forêt, nous avons des agriculteurs. Il suffit... On va entrer en profondeur. Vous allez nous dire combien réalise la DGRKC de l'or, ceci, cela. Hein, et nous allons voir. Ne soyez pas... Enfin, je crains que vous vous retrouviez comme les politiques qui, d'autres fois, quand on est à l'extérieur, on croit mieux faire. On dit, voilà, nous sommes ceci, nous sommes cela. Mais lorsqu'on est dans les affaires, on se rend compte des réalités. C'est là où se trouve le problème. Parce que nous avons... C'est facile à dire qu'on a des potentiels. Dans le discours programme du gouverneur, il a même placé ce qu'il va réaliser dans 100 jours. Malheureusement, il s'est retrouvé devant des faits accomplis. Je ne sais pas, il n'a pas aussi communiqué. Qu'est-ce qu'il a trouvé durant ces 100 jours pour qu'il ne puisse pas réaliser ce qu'il avait prévu. Là, je vais un peu voir Maître Lusonso. Vous avez suivi ce que nous avons dit ici avec les amis. C'est parfois difficile d'intervenir le dernier dans un débat comme ça. Mais je sais seulement que vous avez peut-être l'avantage de comprendre ce que nous posons comme question. Qu'ici, il s'agit tout d'abord d'une vision. Le gouverneur... À l'époque candidat, il a eu une vision et il a fait de cette vision une offre politique qu'il a présentée aux députés provinciaux et les députés ont trouvé que voici l'homme qu'il faut, qui peut faire marcher les choses parce qu'il a une vision. Et sa vision, c'était l'émergence du Congo central. Et vous? Je pense, comme l'ont affirmé tous les camarades ici, à l'unanimité, moi également, je peux affirmer que l'émergence du Congo central est possible. D'aucuns ignorent que notre province, le Congo central, c'est une province potentiellement riche. Mais alors, cette richesse ne devait pas être de manière théorique, une richesse qu'il faut exploiter parce que le gouverneur l'a dit. Pour développer la province, il faut être en possession des moyens financiers. Et ces moyens-là, il faut les travailler. Les camarades de côté Abeille qui vous parlent, n'est-ce pas, du sol et du sous-sol, qui vous parlent des eaux, la faune et la flore que nous avons, mais il faut, n'est-ce pas, exploiter même les sous-sols dont question. Vous savez, sur le plan national, on dit que notre pays, le Congo, c'est un pays très riche en minéraux, mais aujourd'hui, malheureusement, c'est un pays qui est pauvre. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Nous allons éviter ces discours au niveau de la province pour dire, nous avons une province qui est riche, mais qui la population vit dans la misère. C'est-à-dire, il faut étudier, mettre une politique en place pour essayer, n'est-ce pas, de produire une politique qu'il faut pour avoir des ressources au lieu de rester dans les discours, parce qu'au finish, vous pouvez avoir la bonne volonté, vous pouvez mettre, n'est-ce pas, le principe de la bonne gouvernance en place, mais si vous n'avez pas de moyens, c'est un problème. Mais aussi, il faut travailler dans un climat apaisé. Parce que s'il n'y a pas de paix dans une province, en tout cas, vous savez, ce que nous avons connu dans notre province, et l'absence de la paix a occasionné, n'est-ce pas, l'instabilité des institutions
Et lorsqu'il n'y a pas une stabilité au niveau de la province en ce qui concerne nos institutions, je pense que vous ne pouvez pas prétendre une quelconque, n'est-ce pas, émergence, n'est-ce pas, de notre province. Voilà, ce sont des facteurs. Au-delà du fait qu'il faut des ressources suffisantes financières, mais aussi il faut qu'il y ait la bonne gouvernance, parce que lorsque vous avez des moyens suffisants, il faut qu'il y ait une bonne gestion. Et lorsqu'il y a la bonne gestion, il faut qu'il y ait aussi la bonne volonté de pouvoir travailler pour l'intérêt de la province, pour l'intérêt de la population. Merci, maître. C'est la raison pour laquelle son Excellence, monsieur le gouverneur, lorsqu'il a eu cette vision, qu'il a partagée avec les députés qui l'ont voté, qui ont accepté son offre politique, et il n'est pas resté seul, il a confectionné un programme, et ce programme, pour traduire, pour parvenir à cette émergence. C'est ainsi que je vous propose, nous allons essayer maintenant d'entrer en profondeur de ce programme. Parce qu'il a fait un programme avec 5 axes, et de ces 5 axes où il a fait découler 13 piliers, et nous allons progressivement, axe par axe et pilier par pilier, pour voir quelle était l'offre faite par son Excellence, monsieur le gouverneur, acceptée par les députés provinciaux, mais sur terrain, qu'est-ce qu'on a pu vécu? Le premier axe, c'était le renforcement de la gouvernance et consolidation de la paix. Vous venez de le dire. Là, je vais revenir, je vais commencer encore avec vous, parce que c'est vous qui parlez de la paix. Vous voyez que son Excellence, monsieur le gouverneur, avait même pensé à ça. Il a dit, rien ne peut se faire si on ne va pas renforcer la gouvernance et aussi restaurer la paix. Et il a compris que il faut passer par quel pilier? La politique, la sécurité et aussi la justice. Et comment vous avez vu ce qu'il a fait, comment il l'a fait dans ce pilier? Je voudrais rappeler que nous sommes en train d'évaluer, n'est-ce pas, à mi-parcours, n'est-ce pas, le programme, n'est-ce pas, du gouverneur des provinces, parce que certains peut-être pourraient se poser la question, il est encore en cours de son mandat, pourquoi ils sont en train d'évaluer? C'est pourquoi il faut préciser que c'est une évaluation à mi-parcours. Il vient déjà de totaliser une année à la tête de la province. Revenons à votre question par rapport à ces secteurs-là, la sécurité. Vous savez, je le dis tantôt, on ne peut pas prétendre l'émergence de la province, on ne peut pas prétendre développer la province dans un climat d'insécurité, parce que c'est un problème réel qui a été diagnostiqué. Notre province, le Congo central, était confrontée, et je dirais est confrontée jusqu'à l'air, n'est-ce pas, à ces fléaux, n'est-ce pas, de l'insécurité qui bat son plein à travers tous les territoires, sur toute l'étendue, n'est-ce pas, de la province du Congo central, mais aussi la province qui était autrefois déchirée par ces climats malsains qui ne permettaient pas, n'est-ce pas, la cohésion entre les deux institutions provinciales, l'Assemblée provinciale ainsi que l'exécutif provincial. Et d'emblée, déjà, les gouverneurs l'avaient dit en disant, la paix, d'abord, il fallait mettre tout le monde autour d'une table. C'est-à-dire pour éviter, n'est-ce pas, des conflits à gauche et à droite, surtout entre ces deux institutions qui sont impérativement obligées de travailler, n'est-ce pas, ensemble pour l'émergence de la province. Parce que vous savez, si l'exécutif ne parle pas un même langage avec l'Assemblée provinciale, chers camarades, nous pouvons beau pérorer ici, je pense qu'on ne pourra jamais prétendre le développement ou sinon l'émergence de notre province. Voilà pourquoi nous avons constaté, dès son élection jusqu'à ce jour, je dirais, une certaine accalmie entre les deux institutions. Déjà, les relations sont il y a une bonne collaboration, il y a une bonne collaboration entre les deux institutions. Oui. Hormis ce qu'on a essayé de vivre ces derniers temps, je pense que les divergences ont été aplanies et donc, aujourd'hui, nous pouvons déjà affirmer qu'il y a un climat apaisé entre ces deux institutions, c'est-à-dire l'Assemblée provinciale ainsi que l'exécutif provincial. De ce côté-là, je pense cette collaboration permettra à ce que les deux institutions marchent dans une même vision, dans une même direction pour prétendre le développement de la province. Parce qu'ici, nous étions en train de dire qu'il faut mobiliser les ressources. Or, l'Assemblée provinciale, c'est l'autorité budgétaire. C'est celui qui a la mission d'accorder à l'exécutif provincial des ressources par voie de dit s'il faut créer des taxes, ainsi de suite. S'il faut contrôler lorsqu'on a eu à mobiliser les ressources, c'est l'Assemblée provinciale qui doit contrôler comment on a eu à mobiliser les ressources, comment on a eu à affecter les ressources qu'on a mobilisées dans des différentes dépenses. Okay, donc merci. Voilà, de ce côté-là, je peux affirmer. Mais aussi, les problèmes de l'insécurité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui sur toute l'étendue de la province, je pense que l'autorité est en train de s'y atteler
quand bien même il y a encore beaucoup à faire, c'est une évaluation, je répète, à mi-parcours, beaucoup reste à faire encore, mais nous le voyons sur le terrain en train de se déployer. Abeille, sur le pilier politique, justice et sécurité. En politique, je peux dire que Guy Bandou est en train de réussir les paris, parce que jusque-là, bien qu'il y ait divergence d'opinion entre certains, parce que ça a toujours été comme ça, même Jésus n'a pas été accepté par tous, il y a quand même une accalmie où on constate que dans la province, il n'y a pas assez de turbulences entre politiques. Sur le plan sécuritaire, je dirais qu'il y a encore beaucoup à faire. Je sais, Guy Bandou a montré quand même la volonté, parce que lorsque vous dotez la police des engins roulants, c'est pour permettre aux policiers d'atteindre rapidement, de permettre aux policiers d'avoir des matériels roulants pour leur permettre de bien faire leur travail. Mais ça ne suffit pas, parce que la moto, il y avait quelques motos qu'il a dotées aux policiers, quelques jeeps. La province est tellement vaste, il faudrait avancer encore davantage, parce que s'il faut parler seulement du banditisme urbain, c'est partout à travers toute la province que nous enregistrons des cas de banditisme chaque jour. Donc il faudrait un peu chercher à voir qu'est-ce qu'il faut encore faire. Les banditismes urbains, c'est partout dans le monde. C'est partout dans le monde, mais nous parlons du Congo central. Okay. Nous parlons du Congo central. Donc au Congo central, il y a des coupeurs de route jusque-là qui opèrent vers Kimpese. Si vous allez à Mwanda, il n'y a pas longtemps, on a assassiné des gens, et ici à Matadi également. Donc le banditisme, ça continue. Donc de ce côté, il doit encore fournir d'efforts, comme il avait prévu, de mener des plaidoyers au sein du gouvernement central pour qu'on puisse renforcer l'effectif de la police. C'est ce qu'il doit faire. Parce que jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas parler de ça ici. J'ai contacté les autorités de la police. Ils m'ont dit l'effectif que la ville de Matadi a. Ils sont incapables de bien sécuriser la ville. Nous ne pouvons pas exposer cet effectif ici, parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent, ils peuvent profiter de ça pour faire de n'importe quoi. Mais il doit mener des plaidoiries telles qu'il a prévu pour que la police soit dotée de personnel, qu'on puisse ajouter l'effectif au niveau de la police. Okay. Donc, sur le plan de justice, la justice est en train de faire son travail. Jusque-là, on n'a pas d'information qu'il n'y a pas, je ne sais pas, comme maître et à mes côtés, étant quelqu'un de la justice, peut-être lui connaît mieux que nous, mais jusque-là, sur le plan de justice, l'évolution est bonne. Nzembele, sur ces piliers politiques, justice et sécurité. Oui, comme venait de dire le camarade, le gouverneur est en train de réussir son pari. Il a promis la justice, il a promis la sécurité. Il n'y aura pas la calmie politique si chaque fois les deux institutions, d'abord les deux institutions mères de notre province, devaient être en discorde. Et là, ils sont en train de réussir leur pari, quand bien même il y a des petits problèmes qui ne manquent pas, là où il y a deux personnes, mais je pense qu'ils sont en train de réussir entre les deux institutions. Sur le plan sécuritaire, comme venait de dire le camarade Abeille, c'est un pari, même sur toute l'étendue de la République, c'est un casse-tête. Donc je pense que les bonnes volontés sont là. Le gouverneur a mis un paquet à la table pour doter la police des engins roulants. Ceci pour lui permettre la mobilité de la police à chaque fois où il est sollicité par la population pour sécuriser. Qu'à cela ne tienne, beaucoup d'efforts restent à faire. Nous sommes qu'à la 1. Nous pensons que le gouverneur va évoluer dans cette direction pour arrêter l'insécurité urbaine, comme vient de dire les amis. Le phénomène Koulouna, par exemple, où la population ne peut pas dormir en paix chaque fois. Mais il y a déjà des efforts. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez, beaucoup de jeunes que je connaissais, bandits, Koulouna, mais vous les voyez réguler la route aujourd'hui. C'est du travail aussi. C'est le manque de travail aussi qui amène ces phénomènes d'insécurité. Nous pensons que quand il va s'y atteler par l'emploi des jeunes, à créer des emplois de jeunes, il y aura quand même une accalmie positive pour la sécurité. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup de petits que même
chez nous, à l'enseignement supérieur universitaire, qu'on voyait en cas de désordre, ils sont toujours des éléments phares. Aujourd'hui, je les vois mettre de l'ordre sur la route, à pair, si c'est quoi quelque chose là, qu'on a créé là, que je vois avec des gilets, en train d'aider les roulages à réguler la route quand il y a des embouteillages. Les gens du bureau de communication de la mairie. Quelque chose. Transport de la mairie. Quelque chose comme ça. Oui, mais c'est ça. Mais Patinzouzi est l'émanation du gouvernement provincial. Donc, c'est ce genre d'initiatives, si on pouvait l'étaler, vous verrez que les jeunes pouvaient être occupés et c'est oublier un peu ce genre de toucher les machettes et d'aller assassiner. Blanchard, le gouverneur de province a construit la cohésion provinciale. Bon, d'une manière générale, je dirais, politiquement, je dirais oui. Le gouverneur est en train de gagner son pari parce que on constate qu'il y a un calme qui règne entre les différentes forces politiques. Mais là où les bas blessent, c'est du côté sécurité, où ici je voulais dénoncer. J'ai vu dernièrement avec les circulaires du maire de la ville. Je pense que le maire, tout ce qu'il est en train de faire là, c'est aussi l'émanation du gouverneur qui lui demande ou encore qui lui propose. C'est seulement le suivi. La sécurité, pour gagner à la sécurité, ça va de pair avec la justice. Mais aujourd'hui, moi je pense que le pari n'est pas encore gagné dans le sens que tous les bandits qui commettent des crimes ça et là, lorsqu'ils arrivent au parquet, la majorité de ces gens-là sont libérés. La raison que les magistrats nous poussent, il n'y a pas un plaignant. Mais là où le forfait a été commis, pour qu'on puisse prendre la personne et la mener jusqu'au niveau du parquet, je pense qu'il était au niveau du cachot, 24-15, et après, on les fait descendre au niveau du parquet. Les gens, la police est là, ils témoignent que non, tel X a fait ceci, cela. Mais c'est au niveau du parquet où on constate parfois la personne arrive en prison, mais une semaine, 2 semaines après, il est libéré. Et aujourd'hui, il se pose un sérieux problème. La population n'arrive pas à dénoncer. Qui fait quoi au père des représailles. Des représailles par rapport, parce que quelqu'un qui commet une infraction, il est arrêté, mais une semaine, 5 jours, 2 semaines après, il est libéré. Et il va revenir vers vous. La raison pour laquelle, Jean Boussan, sans que vous puissiez m'interrompre, moi je lance un cri d'alarme au niveau du gouverneur. Je dis ceci, l'insécurité est là. Dans son discours projet, il veut lutter. Mais il doit voir maintenant, quand les bandits là sont arrêtés et qu'ils arrivent au parquet, il doit avoir un suivi pour constater qui est libéré. Est-ce que réellement il devrait bénéficier de cette libération? Parce que, au cas contraire, nous assistons aux gens qui nous disent, des Koulouna là, même si je partais, demain je vais revenir. Et là, il se pose un problème. Le gouverneur, il est là, c'est notre papa, c'est lui qui représente le chef de l'État au niveau de la province. Il doit voir dans quelle mesure sécuriser la population et leurs biens. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, nous faisons l'évaluation d'une année depuis que son Excellence, Monsieur le Gouverneur Guy Bandou a été élu, le 9 mai 2022. C'est ainsi que nous analysons ce qu'il a fait par rapport à ce qu'il avait dit. Mais nous sommes en train d'analyser ici parce qu'il avait parlé du renforcement de la gouvernance et la consolidation de la paix. Et je viens de prendre ce que Blanchard dit, cette inquiétude par rapport à ce qui se passe au niveau des parquets, ceci, cela. Là, je me retourne vers l'avocat. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau vous êtes juriste, qu'est-ce qui se passe au parquet là? Cette histoire, est-ce que c'est comme si le parquet ne veut pas faciliter la consolidation de la paix que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, cherche? Merci, M. Chambouy. Vous savez, je voudrais ici rappeler que nous sommes dans un État démocratique, un État des droits. Ça veut dire quoi? Ce que les camarades viennent d'évoquer, c'est un fait réel. Généralement, c'est le commun des mortels. Lorsque quelqu'un est déféré devant les parquets, ou sinon devant une juridiction de jugement, devant un tribunal, souvent,
lorsqu'on est inculpé ou prévenu, selon les cas, lorsqu'on est devant les parquets ou les tribunaux, il y a des gens qui disent souvent, il n'y a pas de plaignants. Il n'y a pas de plaignants, donc pour lui, il faut les libérer. Non. En ce moment-là, s'il n'y a pas une partie victime qui s'est constituée partie civile devant les tribunaux, ou même au niveau du parquet, s'il n'y a pas une victime qui est venue se présenter, ou s'il n'y a pas un plaignant, selon les cas, c'est le ministère public qui est plaignant. Donc, il ne faut pas chercher un plaignant quelque part ou une victime. En ce moment-là, c'est la police, c'est dans sa mission de pouvoir rechercher les infractions, ou c'est le ministère public qui poursuit. Donc, il ne faut pas chercher un plaignant parce qu'il y a des gens déférés devant les instances judiciaires, mais qui cherchent à avoir un plaignant. Donc voilà, je voudrais revenir. Vous voulez nous dire que lorsqu'on nous dit qu'il n'y a pas de plaignant, c'est un prétexte? C'est un prétexte. Parce que déjà, le ministère public, c'est celui en ce moment-là, les plaignants. Vous comprenez? Donc, en tant qu'avocat, on assiste à ce genre de cas. Quelqu'un qui est déféré, il vous dit, non, voilà, avant que Ngana Samba, je voudrais voir mon plaignant. En ce moment-là, on dit, non, on rigole, parce que le ministère public est là, on vous dira, non, c'est celui, c'est ce monsieur ou c'est cette dame qui vous poursuit. Donc voilà, c'est ça aussi. Mais lorsque quelqu'un est libéré, là aussi, il faudrait éclairer la lanterne, n'est-ce pas, de l'opinion. Nous avons en droit, il y a un principe de la présomption d'innocence. Lorsque quelqu'un est arrêté, il n'est pas encore quelqu'un condamné, mais c'est quelqu'un qui bénéficie de la présomption d'innocence. Dès lors que sa culpabilité n'est pas encore été établie par un jugement définitif, cette personne est présumée innocente. C'est ce qui fait que vous pouvez clamer haut et fort quelqu'un, non voilà, Koulouna, ou sinon pendant les opérations de patrouille, quelqu'un arrêté alors qu'il n'a commis aucun acte. Lorsqu'il est déféré devant les patrouilles, devant la police, après instruction, ça peut arriver qu'il n'y a pas de charge, qu'il n'y a pas de preuves, n'est-ce pas, mise à charge de la personne qui est déférée devant la police ou devant les parquets. En ce moment-là, après instruction, soit le ministère public a une possibilité, soit c'est de relaxer la personne, de lui accorder soit la liberté provisoire, ou sinon envoyer son dossier en fixation devant les tribunaux. Mais encore devant les tribunaux, après l'instruction juridictionnelle, si le juge estime qu'il n'y a pas de charge, qu'il n'y a pas de preuves qui attestent la culpabilité de la personne, on peut acquitter. Mais aujourd'hui, je peux affirmer que presque chaque jour, il y a des jugements qui sont prononcés devant nos juridictions. Il y a des gens qui sont condamnés, il y a des gens aussi qui sont acquittés. Okay, donc merci. Ça, il faut, n'est-ce pas, apprécier. Il y a des gens qui sont acquittés, qui sont relaxés. Il y a des gens aussi qui sont condamnés. Donc ça dépend des cas, s'il y a des preuves ou pas. Merci, maître, pour cet éclairage. Bon, nous comprenons dans cette histoire de justice, il y a beaucoup de choses. Mais du moins, son Excellence, monsieur le gouverneur, dans sa vision, nous parlons ici de la vision, il a parlé de l'émergence. Il a pensé qu'il fallait une bonne gouvernance et consolidation de la paix. Il a dit qu'il faudrait une dose politique sur la sécurité et puis j'ai dit justice, sécurité. Ok. Et il a pensé qu'il faudrait aussi la gouvernance économique. C'est le deuxième pilier. Il dit il faut une gouvernance économique et financière. S'il y a une bonne gouvernance économique, c'est en ce moment qu'on peut prétendre à accéder à l'émergence. Je me retourne vers Abeille. Émergence. Ici, nous parlons de la gouvernance économique. Oui. Dans la gouvernance économique, nous avons l'amélioration du climat des affaires. Okay. Ce qui est remarqué aujourd'hui, bon, d'une manière générale, c'est la situation économique au niveau national, où nous avons des problèmes avec l'inflation monétaire, et ça impacte presque tous les territoires nationaux, également les Congo central. Mais du moins sur le plan local, ça évolue tel que ça évolue. Parce que sur le plan organisationnel, en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires, il y a la paix. Parce que les investisseurs ne viennent pas là où il n'y a pas la paix. Okay. Et au Congo central, il y a la paix, donc les investisseurs devraient venir. Je ne sais pas, s'ils ne sont pas encore là, c'est dû à quoi? Faciliter l'accès au crédit agricole, c'est ce que les gouverneurs avaient prévu. Oui. Malheureusement, jusqu'aujourd'hui, on n'en parle même pas. Parce que je ne sais pas qui a déjà été en possession d'un crédit agricole. Est-ce qu'il y a une banque, il y a une institution qui accorde des crédits agricoles? Ça n'existe pas encore au Congo central. Est-ce qu'il y a des démarches qui sont menées pour qu'il y ait une banque pareille?
Point d'interrogation. Parce que jusque-là, on n'a aucun signal sur ça. Mais le gouverneur avait prévu ça dans son programme. Il a prévu ça dans son programme. Okay. Encourager l'économie locale. Lorsqu'on parle de l'économie locale, moi je prends la production locale. Mais il y a un sérieux problème dans la production locale, M. Chambouilly. Nous avons de jeunes entrepreneurs. Je suis conseiller au Conseil provincial de la jeunesse. Nous fréquentons des jeunes entrepreneurs. Mais je vous dis, il y a des taxateurs qui sont toujours derrière les jeunes entrepreneurs jusqu'à les décourager. Or, lorsque vous voulez encourager l'économie locale, il faudrait voir aussi sur quelle manière vous pouvez apaiser. Quelqu'un qui veut se débrouiller pour mettre en place une petite boulangerie, savoir comment vous pouvez taxer, comment vous pouvez faire pour qu'il puisse payer ses taxes, parce que l'entrepreneur doit payer des taxes. Mais du moins, lorsque vous voulez faciliter des tâches pareilles, il faudrait aussi chercher à avoir une politique d'améliorer, d'apaiser au moins des taxes pour permettre à ces jeunes entrepreneurs d'évoluer d'abord. Au fur et à mesure qu'il est en train d'évoluer, et vous pouvez savoir comment augmenter et qu'ils puissent payer des taxes en bonne et due forme. Et c'est ce qui nous manque. Renforcement des capacités à la DGRKC, voilà, accroissement des ressources, chaîne automatisée des dépenses publiques. La chaîne automatisée des dépenses publiques, c'est ce qui bloque la République, la RDC aujourd'hui. Parce que au Congo central, s'il y avait réellement cette chaîne automatisée, aujourd'hui, la croissance allait être peut-être au quadruple au niveau de la DGRKC. Parce que si aujourd'hui, le DG de la DGRKC était interpellé par l'IGF, il lui a mis à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il était mappé. C'est parce qu'il y a eu quelque chose de flou que l'IGF avait constaté au niveau de la gestion de la DGRKC, qui est notre régie financière. Or, le gouverneur avait prévu cette histoire de la chaîne d'automatiser ces dépenses publiques. On avait placé quelque chose à l'époque de Justin Louemba, quelque chose de numérique comme ça. C'était pour lutter contre des inflations. Et ça n'a pas bien marché. Et le gouverneur avait prévu. Il a même créé un service, les services de numérisation. Certainement, c'était pour ce genre d'histoire. Est-ce que ces services fonctionnent réellement? Point d'interrogation. Parce que jusqu'aujourd'hui, là, on est en train de chercher où se trouve leur bureau, on n'en trouve même pas. Donc, on ne sait pas s'ils sont en train de fonctionner, il y a l'organigramme, il n'y en a pas encore. Ce sont des questions qu'on se pose. Donc, lorsqu'on parle de la gouvernance économique et financière, c'est la bonne gestion. Et c'est ça même le poumon du développement ou de l'émergence que le gouverneur voulait pour cette province du Congo central. On devrait déjà avoir des signaux forts à ce qui concerne la bonne gouvernance. Parce que lorsqu'on continue à soupçonner le Congo central des détournements, donc ça veut dire qu'il est loin de son programme de bonne gouvernance. Mais dans son programme, il a parlé qu'il faudrait renforcer la capacité des agents de la DGRKC et voir dans quelle mesure... Il y a déjà une année passée, la DGRKC est là, et l'augmentation des recettes, oui, il y en a, parce qu'aujourd'hui on parle de plus de 6 millions qu'ils perçoivent chaque mois, donc il y a déjà augmentation des recettes au niveau de la DGRKC. Donc le travail est en train d'être bien fait là-bas au niveau de la DGRKC, sauf que il faut canaliser les recettes. Que ces recettes soient bien canalisées et que cette chaîne automatisée des dépenses publiques, ça doit être vraiment une chaîne mise en application et que l'œil de la population, de lui le gouverneur, des parlementaires, des députés provinciaux, de la population soit là-dessus pour qu'on puisse savoir comment la province va émerger. Maître Lusonso, la gouvernance économique et financière. Je pense que lui-même, le gouverneur l'a si bien dit qu'il faudrait diversifier l'économie, c'est ce qu'il a dit. Et il faudrait aussi rappeler que la province a 3 sources, n'est-ce pas, de revenus, notamment les ressources qui proviennent, n'est-ce pas, des ressources centrales, la rétrocession, qui malheureusement pose encore problème. Aujourd'hui, ce sont tous les gouverneurs, n'est-ce pas, qui se plaignent pour dire les 40% n'est pas rétrocédé. Et en dehors de ça, nous avons les ressources propres de la province ainsi que les dons et legs provenant, n'est-ce pas, des partenaires techniques et financiers. Mais en cela maintenant, parce que nous parlons de la diversification de l'économie. Comment faut-il diversifier l'économie? Ici, on vous parle de la DGRKC. Il ne faudrait pas seulement s'atteler sur les ressources mobilisées par la DGRKC. Diversifier l'économie, le gouverneur a cité les secteurs agricoles.
qui jusqu'à ce jour, je ne sais pas, quelle est la politique mise en place par les gouverneurs, par l'exécutif provincial pour essayer de booster. L'agriculture, il en a parlé, il a même donné des indications. Il y a des termes de référence que nous avons analysés. Évidemment. Maintenant, sur le plan pratique, qu'est-ce qui a été fait pour essayer de diversifier, n'est-ce pas, cette économie, pour permettre à l'exécutif provincial d'avoir des moyens suffisants pour asseoir sa politique et relever les défis, n'est-ce pas, pour faire avancer la province du Congo central. Blanchard, le gouverneur avait parlé de la gouvernance économique et financière. Une année après, votre évaluation? Bon, sincèrement, je dirais que je ne sais pas si les gens vont me contredire même au niveau de la cité. Mais s'il faut regarder la vérité en face, je dis qu'on est loin de la vérité, ou loin de la réalité. Quelle réalité financière et économique? On ne peut pas parler de la bonne gouvernance financière sans faire partie ou sans faire intervenir les contrôles. Voyez comment les gens, lorsqu'on lui confie une responsabilité, il faut regarder comment les gens se comportent. Je suis en face, ou j'ai en face de moi, ou encore au niveau de la cité, j'ai des gens qui évoluent, qui essayent, comme l'a dit M. Abeille, de s'exercer en faisant les petits commerces. Mais je peux vous informer, vous apprendre aujourd'hui, Chambouyi, au niveau de la mairie, au niveau de l'économie, il y a une taxe pour quelqu'un qui a son capital de 500 000, 1 million, qui s'exerce. L'économie de la mairie intervient, l'économie de la commune intervient, et toutes ces sommes-là, il n'y a pas un endroit pour les verser. Ça veut dire quoi? On les paye manuellement comme ça. Mais non, s'il vous plaît. Oui. Il n'y a pas un endroit pour les verser, c'est-à-dire ces gens-là. Ce n'est pas. Bon, mais ils payent chez qui? Il n'y a pas une traçabilité. Comment il n'y a pas non, s'il vous plaît. Oui, oui. Nous sommes devant des milliers de personnes. Il faut dire des choses correctement. Je vous dis ceci. Ok. Parce que son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a dit dans son programme qu'il va faciliter l'économie locale. Oui. Et vous dites qu'il y a des jeunes qui veulent monter une petite activité, ceci, cela, bien. Et qu'on leur fait payer des taxes au niveau de qui la n'ont mairie, pas de traçabilité. Au niveau de la mairie, il y a une taxe. Par exemple, au niveau de... S'il y a une taxe, ils payent, on leur donne les quittances. Au niveau de la mairie, je ne sais pas, mais au niveau de la commune, non. Alors, mais comment quelqu'un peut donner l'argent de l'État? Il n'y a pas de soubassement. Mon inquiétude est que, comment nous sommes dans une même ville, ouais. On fait intervenir la mairie pour une taxe et la commune pour cette même taxe encore. C'est-à-dire, les bourgmestres, par exemple au niveau de l'économie, on fait payer à un entrepreneur l'économie Blanchard, au niveau de la commune. Blanchard, oui. Excusez-moi si j'insiste sur ça, c'est parce que nous parlons économie. Oui. Hein, je connais au moins quelque chose de ces histoires. Est-ce que vous avez vérifié que la taxe qu'on paye à la mairie, c'est la même taxe qu'on paye à la commune? Moi, je voulais attirer l'attention. Je voulais attirer l'attention du gouverneur ou même du maire de la ville en disant ceci. Je ne sais pas parce que ils ont la nomenclature. Si c'est aux attributions du maire de la mairie ou de la commune de faire payer pour un même service. On paye à la mairie et on paye à la commune. Ça, on va contrôler. Là aussi, on va vérifier. C'est pour ça que moi, je voulais profiter de ça. Je voulais demander à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, il faut qu'il y ait aussi le système de redevabilité. C'est-à-dire quoi? Il doit en tout moment informer la population de l'évolution de ce que lui a mis à la disposition de la population. C'est-à-dire quoi? Nous avons les piliers. Mais à un certain niveau, comme le fait le ministre de la Communication au niveau national, Patrick Mouyaya, on fait intervenir les différents responsables aux différents secteurs afin d'éclairer l'opinion sur l'avancée. Où est-ce qu'il a trouvé? On vous a responsabilisé à tel niveau. Comment vous avez géré à telle période? Vous devrez nous informer parce que, en conclusion, c'est nous. Le message est passé. Oui. Le message est passé. Monsieur Chambouillet, si vous pouvez m'accorder même une minute. Oui, je te donne une minute. Voilà, je te donne. Il y a des entrepreneurs, des petites et moyennes entreprises qui se créent.
il a des taxes à payer au niveau de la province. Là où vous verrez des agents de PME vont venir, du niveau de la province, les dragages, il y aura des agents de l'économie qui se présentent. Après eux, il y aura la mairie qui va se présenter pour des taxes. Il y aura des agents de la commune qui vont se présenter pour des taxes. L'autorisation d'ouverture, commodo et incommodo, permis d'exploitation, la culture et art. Donc, il y a un panoplie de taxateurs qui vont se présenter devant quelqu'un qui cherche à créer un emploi, et avec toutes ces taxes-là, quelqu'un se décourage. Voilà pourquoi ici, les gouverneurs de province, lorsqu'il avait parlé de ça, faciliter l'accès et encadrement de l'économie locale, moi j'avais pensé, il va essayer d'améliorer ou d'organiser d'abord ces secteurs-là des taxes pour permettre aux jeunes entrepreneurs de commencer d'abord. Ils vont payer des taxes, mais chercher un peu à voir qu'est-ce que nous pouvons leur demander et qu'est-ce qu'on ne peut pas demander, qu'est-ce qu'on peut négliger un peu, parce qu'il est encore au début. Une minute, merci. Accordé. Gouvernance économique et financière. Il n'en est après. Je voudrais encore signaler à nos téléspectateurs que nous sommes à l'A1 du gouverneur de son Excellence Guy Bantou. Et je venais de dire qu'on ne guérit pas une maladie à une seule piqûre. C'est un processus. C'est un processus pour arriver à une véritable guérison. La gouvernance économique et financière, comme venaient de dire les camarades, nous ne pouvons pas se prétendre à être des bons gestionnaires s'il n'y a pas de contrôle effectif. Et là, nous avons l'Assemblée provinciale. Nous pensons que si chacun pouvait faire réellement son travail et dans un timing normal, ça nous éviterait des détournements qu'on nous chante ci et là chaque fois dans la province. L'encadrement de jeunes entrepreneurs, des investisseurs, tout qu'on sort là. Moi, je salue quand même dans la province, il y a quand même beaucoup, avec les pas d'MP, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui naissent aujourd'hui. Il faut aussi que ces jeunes entrepreneurs, comme venaient de dire les camarades d'abeilles, soient bien encadrés. Parce que c'est inutile à un jeune entrepreneur qui venait de commencer, qui a eu des financements et qu'il y a tout un panoplie de taxes. Déjà avec le panoplie, je sais, j'ai encadré ma propre fille pour le financement de son projet. Juste les taxes, ça nous a coûté déjà plus ou moins de $2 000. Juste les taxes, les différentes taxes, les différents papiers pour ouvrir son quelque chose. Non, il n'était pas encore. Rien qu'avec le papier. Alors, je crois qu'avec le ministre de PME, on avait quand même, on s'est entendu, non, que tout l'argent soit viré, qu'on nous donne d'abord et on va payer après tout qu'on sort là, mais jusque-là, on n'a pas encore même ces papiers en question. Donc, je pense que l'encadrement dans ce sens-là pouvait quand même éviter et permettre aux jeunes entrepreneurs d'évoluer. D'évoluer. Parce que déjà, quand un jeune entrepreneur, par exemple, parce que la politique n'est pas d'MP, dans ce genre, c'est que chaque jeune entrepreneur engage. Quand il engage des personnes, des gens, on diminue les chômages. Quand on diminue les chômages, qui sont les chômeurs? Ce sont ces jeunes Koulouna. Ce sont ces jeunes délinquants. On va y arriver. Nous parlons de la gestion financière. Donc, c'est ce que nous disons. Donc, tout ça, ça entre dans la gestion rationnelle de l'économie de notre province. Pour gérer, il faut que chacun de nous, chacun des institutions fasse réellement son travail et vous verrez que la gestion économique et financière ira de bon train. Ok, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes là dans un plateau spécial. Je suis avec les acteurs que vous connaissez. Nous avons les analystes politiques et nous avons aussi les acteurs politiques et nous parlons de l'A1 de l'exercice Guy Bandou, depuis qu'il a été élu le 9 mai 2022. Et là, nous sommes en train d'analyser seulement son programme, ce que lui-même a donné, ce qu'il avait dit, parce qu'il avait fait un programme avec 5 axes, et ce sont ces 5 axes que nous sommes en train d'analyser pour voir de ces axes
qu'est-ce que nous avons gagné? Qu'est-ce que la population, est-ce que la population s'est retrouvée? Là, nous avons terminé avec le premier axe où il a parlé de renforcement de la gouvernance et consolidation de la paix, d'où nous pouvons retenir effectivement qu'il y a la paix, il y a la construction de la cohésion. Nous avons vu, il y a quand même les avancées. Et là, deuxième axe, il a parlé de la diversification et transformation de l'économie. Vous avez déjà commencé à parler de ça. Et là, il a fait allusion à l'agriculture, il a parlé de mines et carrières, et puis du tourisme. Une année après, Maître Lusonso. Une année après, je pense que dans ces différents secteurs, rien n'est encore boosté, parce que dans les domaines de l'agriculture, je me dis, où en sommes-nous dans la province du Congo central? Rien ne marche, alors que nous avons des terres arables, cultivables. Rien ne marche ou vous n'avez pas d'informations? Ce que je dis n'engage que moi, rien ne marche. Je ne sais pas si vous avez... Ça veut dire que vous n'avez rien entendu? Je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu, je n'ai rien vu par rapport à ces secteurs, par rapport... Ce que nous mangeons, généralement, nous vient d'ailleurs. Parfois, ce sont des produits que nous importons. Okay, vous comprenez? Et au Congo central, nous disons, est-ce que nous cultivons? La question que moi je me pose, quelle est la politique dans ces domaines? Nous avons un ministère, n'est-ce pas, de l'agriculture et même du développement rural. Quelle est la politique? Qu'est-ce qui a été mis en place pour essayer de produire 2,50 millions de terres arables. Tout à fait. J'étais en train de dire, diversifier l'économie, produire, transformer, mais quelle est la politique? Est-ce qu'aujourd'hui, une année après, la province du Congo central a pu produire quelque chose dans ces domaines-là? Je pense que nous avons la réponse, la population a la réponse, et moi je peux affirmer que rien n'est encore fait. Je ne dis pas que rien n'a été fait, mais rien n'est encore fait. Je sais que l'autorité ainsi que l'exécutif provincial est en train, n'est-ce pas, de se démerder pour essayer comment booster ces secteurs, parce que c'est un secteur générateur aussi des recettes, c'est un secteur qu'il ne faut pas négliger, mais il faut qu'il y ait une politique cohérente pour essayer de produire et consommer local. Mais aujourd'hui, là, je peux affirmer que ça ne marche pas. Les secteurs, n'est-ce pas, des minerais, le gouverneur, je pense que d'ici là, il va lancer, j'ai entendu parler du forum dans ces domaines-là de minerais, parce qu'on dit, chez nous, au Congo central, nous avons aussi des minerais, mais qui, malheureusement, ces minerais ne sont pas exploités. Donc, il est grand temps pour asseoir une politique, chercher des experts s'il le faut, pour pouvoir comment exploiter les minerais, parce que c'est un secteur qui pourrait aussi apporter, n'est-ce pas, des dividendes à la province. Aujourd'hui, chers camarades, il ne faudrait pas que nos regards soient fixés sur les taxes qu'on est en train d'instituer, parce que c'est la population qui en pâtit. J'étais en train de suivre sur votre plateau hier soir, où l'exécutif provincial a institué la taxe dont les assujettis, ce sont des motocyclistes, une taxe mutualisée avec les communes, la taxe spéciale sur la reconstruction de la province, une taxe mutualisée avec la numérotation des motos. Mais lorsque vous allez au niveau de la mairie, il y a déjà un arrêté urbain qui a institué la taxe de stationnement. Et quels sont les assujettis? Ce sont des motos, ainsi que des conducteurs de véhicules. Déjà, il y a un chevauchement, vous allez vous rendre compte demain après-demain, sur terrain, nous verrons les agents de la DGRKC qui seront là pour, n'est-ce pas, percevoir la taxe. Non, maître, il ne faut pas confondre les choses. Il y a deux taxes. Taxe de stationnement. C'est pour la mairie. C'est pour la mairie. La mairie. Ça n'a rien à faire avec taxe spéciale de reconstruction. Tout à fait. Ouais. Ce que je dis ici, c'est quoi? Ouais. Pour renforcer, n'est-ce pas, les finances, ou sinon, ces secteurs de l'ECOFIN au niveau de la province, il ne faut pas seulement se fier à des taxes qu'on est en train de créer du jour au lendemain, parce que là, en quelque sorte, indirectement, on va asphyxier la population. C'est pourquoi j'ai dit, il faudrait tourner les regards d'autres secteurs, notamment les secteurs de l'agriculture. C'est là, n'est-ce pas, ma philosophie. Comment vous n'avez pas d'informations sur l'agriculture, sur les minéraux, vous dites que vous avez entendu qu'il y aura un forum dans ce sens-là. Et puis sur le tourisme? Le tourisme, jusque-là, en tout cas, je n'ai pas vu ce qui a été fait pour booster également ces secteurs au niveau de la province. La politique mise en place par l'exécutif provincial pour booster ces secteurs. Ok, merci. Abbé? Un mot. Dans ce troisième pilier de l'agriculture, il n'y a pas de signal. Il n'y a pas de signal du côté du gouvernement provincial. Parce que, avec plus de 2 millions de 50 000 hectares, qu'est-ce qu'il y a comme programme? À l'époque de Jacques Mbadou,
il y avait un programme d'agriculture, quelque chose pareil. Le ministre avait lancé un programme sur toute l'étendue de la province du Congo central, où dans chaque territoire, on mettait à leur disposition des tracteurs agricoles pour exploiter la terre. D'ici là, jusqu'aujourd'hui, avec Guy Bandou, rien n'est encore fait dans ces secteurs-là. Parce qu'on devait peut-être sensibiliser la population pour de coopératives agricoles, leur former comment utiliser des engins. Parce qu'aujourd'hui, avec l'agriculture à main, c'est difficile de répondre aux besoins de la population. Voilà pourquoi, même si vous allez à l'est aujourd'hui, à Lubumbashi, on est en train de chercher de maïs au Zambie. Or, nous avons des terres arables pour exploiter notre terre, afin de plus de planter des maïs, de faire la culture des maïs et consorts. Également pour nous ici au Congo central. Jusque-là, il n'y a aucun signal, parce que nous n'avons aucune information qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a un programme pareil pour qu'on puisse booster l'agriculture dans notre province. Il y a aussi un problème. Les pauvres agriculteurs, nos frères et sœurs qui se trouvent dans des villages, qui nous nourrissent, nous qui sommes dans des villes, ils travaillent dans quelles conditions? Pour évacuer leurs produits, c'est tout un problème, un casse-tête dont vous n'aurez même pas l'idée. Et qu'est-ce que le gouvernement provincial a déjà fait depuis qu'il est là? Une année après, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour des routes de desserte agricoles? Jusque-là, mais il était prévu la réhabilitation des routes de desserte agricole. Il était prévu, oui. Mais qu'est-ce qui est déjà fait? Est-ce qu'il y a déjà un signal? À l'époque d'Atouma Toubouna, nous avons vécu ça ici. La route Manterne qui est Tchela. On a lancé des travaux combien de fois? Début des travaux, lancement des travaux. Mais les travaux n'ont pas évolué. Cette route reste intacte jusqu'aujourd'hui. Donc également pour des routes de dessertes agricoles. En principe, le gouverneur, lorsqu'il avait placé, dans son troisième pilier, il avait placé ce programme de routes de dessertes agricoles, on devait quand même sentir la volonté qu'il a commencé à faire quelque chose. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il est en train d'attendre les programmes des 145 territoires pour qu'il puisse se fier derrière ces programmes pour dire que c'est la province qui a travaillé? Pour une interrogation. Or, à son niveau, il devrait déjà commencer à faire quelque chose. Il est allé à Kimvula. Il est arrivé à Kimvula par moto. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Même des cantonnages manuels, on n'a pas encore vu. Donc, s'il y en a, que sa cellule de communication puisse communiquer pour que la population comprenne que voilà ce que le gouverneur de province est en train de faire, dans ce qu'il avait prévu et ce qu'il a déjà fait. Il a parlé de la formation des encadreurs. Papa, depuis la création de ces mondes, les plus riches, c'est l'agriculteur. Ce sont des éleveurs. Ce sont eux les plus riches parce que chaque jour qui passe, être humain mange. Et ce que nous mangeons, c'est les produits de l'agriculture et de l'élevage. Mais si aujourd'hui, il n'y a pas des encadreurs dans nos universités, peut aller même chercher. Bon, je ne sais même pas à Matadi, est-ce qu'il y a une université qui forme des agronomes? Point d'interrogation, je ne sais pas. Et à Matadi, il n'y en a pas. Ici à Matadi. Non, à Matadi. Je parle de Matadi. On peut pas tout constater. Je parle d'abord de Matadi. J'ai posé la question à Matadi. Parce que nous devons encourager nos jeunes dans l'agriculture. Là où il a parlé de la formation des encadreurs. Or, en dehors des cycles normaux, des cycles universitaires normaux, il y a des formations appropriées en technique agricole où on peut même faciliter la tâche. Moi, je vous dis, moi j'aime l'agriculture. Je suis allé m'enseigner au CIDEP pour m'inscrire là-bas, ainsi apprendre ça, on me demande $250. Vous comprenez? Alors que si le gouverneur pensait à ça dans ce secteur pour l'encadrement, pour la formation des encadreurs, il peut faire ce qu'il a fait avec des boursiers. Hein, il a accordé des bourses d'études. Il peut faire aussi ça pour les encadreurs de jeunes, les encadreurs dans ce secteur d'agriculture. Parce que lorsque vous encadrez, et vous mettez à leur disposition des moyens, ces gens-là vont travailler et le bénéficiaire, c'est la population du Congo central. Donc voilà, dans ce secteur, il n'y a vraiment aucun signal et nous demanderons au gouverneur de province de s'y atteler pour qu'il y ait quand même quelque chose. Le tourisme, les mines et carrières, n'en parlons même pas parce qu'il n'y a rien. Je sais que le vieux Mbachi avait laissé à son époque, il y a une cartographie de minéraux que nous trouvons ici au Congo central, qu'on devait mener des lobbying pour savoir comment les exploiter. S'il faut faire chercher des investisseurs, bon,
Je ne sais pas, est-ce qu'il a déjà parlé avec des investisseurs dans ce secteur? Voyons voir avec les forums qu'il organise bientôt. Dans le secteur du tourisme, là, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a même pas de sites touristiques qui peut exciter des gens à aller visiter et à payer de l'argent. Parce que les peu de sites que nous avons, voyez Vivi. Vivi, c'est connu de tous. Lorsqu'on apprend l'histoire à l'école, on apprend que Vivi, c'est la première capitale de la République démocratique du Congo. Ça se trouve dans quel état aujourd'hui? Est-ce que le gouverneur a déjà envoyé même son ministre du tourisme pour aller voir? Ne fût-ce que voir, savoir comment ça se trouve et qu'est-ce que nous pouvons faire pour ce secteur. Donc voilà, il y a beaucoup à faire dans ce secteur. Donc jusque-là, dans ces piliers, il n'y a pas encore de signal. Il n'y a pas encore de signal, selon vous. Mabanza, ce pilier où nous devons parler, enfin pas les piliers, il y a 4 piliers, mais un axe, quel axe on dit? Diversification des transformations de l'économie, où il y a l'agriculture et le développement, les mines et carrières, et puis le tourisme. Pour vous, oui, l'évaluation. Le camarade pouvait avoir raison de dire qu'il n'y a pas de signaux dans ce secteur, mais je réitère et je dis toujours, je dis encore que nous sommes dans un processus. Le gouverneur est en train de travailler. Et vous savez, quand vous êtes en dehors des institutions, vous pensez par baguette magique, vous pouvez tout transformer en une année. Moi, si je suis là dans une année, je peux faire ça. Mais quand vous entrez à l'intérieur, la réalité que vous rencontrez, ça peut vous amener à modifier à mi-parcours votre vision. Donc, nous pensons, ce qui est mal, comme venaient de dire les camarades, il y a lieu que le gouverneur et la cellule de communication du gouverneur communiquent sur l'évolution de la vision du gouverneur dans la province du Congo central. Je pense que beaucoup sont venus ici, nous ne sommes pas informés. Ou bien, on ne s'est fait pas informer de certaines réalisations, sinon c'est que nous voyons à l'œil. Vous voyez, c'est que nous voyons à l'œil. Or, pour voir à l'œil, nous sommes à Matadi, et Matadi n'est pas le Congo central. Matadi n'est pas le Congo central. Nous pensons que le gouverneur a cette volonté-là de faire basculer le Congo central dans l'émergence, mais beaucoup d'histoires comme le minerai et travail sans minerai, carrière, mine et carrière, concurrence, le tourisme, l'agriculture, avec le gouvernement central aussi y est. Vous voyez, il y a certaines histoires, le gouvernement peut avoir une idée de commencer, la nationale peut lui dire, attendez, nous lançons les 145 territoires. Et dans 145 territoires, c'est prévu la route des Manternes. Alors, si vous vous mettez là-bas, attendez d'abord. Vous voyez ça? Ah non, dans ces 45 territoires, il y a la route de Kimvula. Je connais la route de Kimvula. De Ngidi et de Kisantou à Kimvula, c'est 240 km. Mais vous verrez que ça se trouve dans les 145 territoires. Donc, nous pensons que la synchronisation entre la province et le gouvernement central aiderait beaucoup au développement de nos provinces. Et la vitesse aussi de mettre en action les actions nationales pouvait aider à la province d'évoluer aussi. Le secteur minier, par exemple, vous ne pouvez pas le développer sans le gouvernement national. Il a son aval à donner. Nous voyons ce qui s'est fait, par exemple, à l'est et là-bas. Tantôt, on a vendu à Télécis, tantôt, tout est nationalisé, tout est centralisé au niveau national. Vous devez avoir de quitis au niveau national pour avoir. Sur le plan touristique, c'est ce que vous voyez. Nous avons beaucoup de sites. Nous pensons seulement que les 4 ans restants du gouverneur s'y attelera pour que nous puissions vraiment évoluer, nous pouvons améliorer nos sites. 4 ans. Oui, certainement, il a été voté pour 5 ans. Il ne faut pas dire que parce que les mandats du président de la République terminent et que ça, c'était notre débat. Il a été voté pour 5 ans. C'est le mandat. C'était notre débat. Ok. Non, c'est le mandat. Parlons tout d'abord de ce que nous faisons. Oui. Une année après, sur le plan du tourisme. Sur le plan de l'agriculture, nous venons c'est ce que nous disons. L'agriculture doit passer des manuels à la mécanisation. Il faut vraiment mécaniser. Merci beaucoup. Blanchard, vous avez suivi les amis. Nous faisons l'évaluation de cette offre qui nous a été formulée, qui a été faite par le gouverneur de province pour être élu. Et on a élu
Sur base de cette offre, de ce qu'il nous a dit, maintenant, une année après, comment vous évaluez dans ce secteur bien précis où il a parlé de la diversification et transformation de l'économie, où il a dit il faut le faire sur le plan de l'agriculture, sur le plan de carrière et mines et aussi le tourisme. Chambouy, moi je voulais, avant de faire des commentaires par rapport à ces points ici, interpeller le gouverneur. Excellence, tu aimes beaucoup interpeller le gouverneur. Laissez-moi vous dire, vous êtes très mal accompagné. Vos initiatives, il vous manque des gens pour atteindre l'objectif. Et je voulais vous interpeller pour vous dire que ne vous focalisez pas seulement en prenant des collaborateurs qui proviennent des partis politiques. Mais vous devrez aussi vous renseigner afin d'avoir tout autour de vous des gens qui peuvent bien vous accompagner. Parce que les projets ici, si ça s'est réalisé 5 ans, 4 ans après, on allait constater la province du Congo central avoir une autre image. Les axes ici, moi les minéraux, je ne me focaliserai pas du tout à ça parce que les minéraux sont, comment on dit en français, c'est puisable. C'est-à-dire, on peut en avoir, mais un jour ça va prendre fin. Épuisable. C'est puisable. Mais la terre, c'est là où la RDC, nous sommes... Les chefs de l'État parlaient de la revanche de la terre sur les... Nous sommes une Brésil d'Afrique. Regardez les différents espaces que nous avons. Mais les gens, nos agriculteurs qui sont dans des villages, ça et là, ce qui leur manque, ce sont les matériels. À la place parfois de prendre l'argent, de donner ça à une structure improductive, moi je proposerais, le gouverneur, via son ministère de l'Agriculture, peut effectuer un déplacement au niveau de l'étranger, juste pour s'approvisionner avec des matériels, afin d'identifier les gens qui réellement font l'agriculture, leur passion, et confier à ces gens-là les matériels afin d'augmenter leur production. Parce que ici, nous sommes par exemple ici à Matadi, mais nous mangeons des histoires qui nous proviennent du bas fleuve d'une manière générale. Mais comment les gens là exploitent ce que nous mangeons ici? C'est manuellement. Je ne sais pas s'il y a combien de quoi? Des matériels qui répondent à la réalité d'aujourd'hui que les gens utilisent. Je ne pense pas. Raison pour laquelle l'agriculture est le seul moyen qui peut faciliter au Congo central qu'il y ait un progrès. Mais là aussi, il y a un problème au niveau des gens qui sont tout autour du gouverneur. Les députés provinciaux, le gouverneur a mis à votre disposition un projet. C'est à vous en principe, comme je suis le camarade qui en tout moment, il dit que non, mais pour arriver à 2, il faut commencer à 1. On ne peut pas arriver à 5 sans compter 1. Il ne faut pas dire au gouverneur, non, il a encore le temps, il a encore 5 ans, je ne sais pas encore 5 ans comment, mais même s'il devait avoir encore 5 ans, 4 ans, mais une année après, on est en train d'évaluer qu'est-ce qu'il a fait. On doit éviter au gouverneur des discours de flatterie. Là aussi, le gouverneur, Excellence, doit faire très attention avec les gens qui vous entourent là. Il faut sonder qu'est-ce que la population parle, qu'est-ce qu'il attend de vous. Et vous devrez accepter les remarques. Parce que moi, personnellement, en venant ici, j'ai payé mon propre transport. J'ai tout abandonné pour venir répondre à cet exercice ici. Et là, je suis en train de contribuer d'une manière ou d'une autre à l'évolution de ma province. Mais les travaux en question que nous sommes en train de faire ici, c'est aux députés provinciaux de le faire. D'interpeller X ministres. Mais regardez, le gouverneur avait dit ceci. Où en sommes-nous? Mais là-dedans, il y a, je ne sais pas moi, un club d'amis, ou comment il faut les appeler, tout ça. C'est comme si on ne sent pas les députés être derrière
le gouvernement provincial dans les soucis de les booster, de les pousser à mieux faire. Donc, avec les histoires de tourisme, moi je prends seulement l'exemple de notre pont Maréchal ici, laissé par l'effet Mobutu. Chambouille, moi je vous dirais qu'il faut aller visiter chaque samedi, dimanche le pont Maréchal. C'est vrai que ce paie, on donne 500 francs, 1000 francs, mais s'il faut les capitaliser, on les paye comment? L'argent entre où? Lorsqu'on paye, c'est entre les mains de l'individu qui prend et vous remet un petit billet là. Mais où va l'argent là? Où va l'argent? C'est beaucoup d'argent. Même je ne sais pas s'il a prévu les péages qu'on sort ici. Les véhicules qui traversent les ponts ici. Mais c'est presque chaque jour où il y a des millions. Mais est-ce qu'il y a une structure, il y a une banque, il y a quelque chose là bien organisé là pour permettre la redevabilité, j'insiste là-dessus. Oui. Nous gérons la province, mais nous devons connaître une chose sans bouillir. Et aujourd'hui, là, Guy Bandou est là, mais il y a eu des gens qui étaient avant lui. Et Guy Bandou, il doit aussi se projeter dans le futur pour dire que demain, si je ne suis pas gouverneur, qu'est-ce que les gens retiendront de mon passage quand j'étais gouverneur? C'est ça la grande question. On ne peut pas se regarder, se voir des faces, se voir des gens danser chez nous, encore nous applaudir. Mais posons-nous la question. Demain, je vais quitter les postes ici. Je serai ailleurs. Mais les gens vont retenir que Guy Bandou était élu gouverneur le 9 mai 2022. Et il va quitter, je ne sais pas à quelle date, mais après. C'est comme Kabila aujourd'hui, il n'est plus au pouvoir. Mais qu'est-ce que la population retient de Kabila après de 2001 jusqu'à 2018? Merci. Donc, c'est au gouverneur de voir s'il faut voir comment, dans quelle mesure, revoir un peu ses proches, son entourage et qu'on soit au profit de la province. La parole. Moi, je la soutiens. Je vous retire la parole. Merci, Chambouille. Merci. Mesdames, Messieurs, vous êtes en train de suivre les débats qui se passent sur ce plateau et nous continuons. Nous parlons d'une année de l'exercice des pouvoirs par le gouverneur Guy Bandou. Par rapport à l'offre faite par lui-même. Il a fait l'offre, il a fait un programme, le programme a été accepté et maintenant, comment il fait exécuter ce programme? Et il avait fait dans les 5 axes, nous avons analysé 2 premiers, nous entamons le 3e axe, là je commence avec Abeille. Là il a parlé du développement social et valorisation des ressources humaines. Et il a parlé, il y a les piliers santé, social, genre, famille, emploi et entrepreneuriat, et puis éducation, culture, sport et loisirs. Abeille, vous avez lu? C'est là où se trouvent aussi beaucoup de problèmes. Voilà. À vous maintenant. Sur le plan de santé, Guy Bandou, médecin, il nous a promis beaucoup de choses. Construction des infrastructures. On n'a pas encore vu des infrastructures, sauf c'est le programme des 145 territoires qui est en train de construire des centres de santé dans des provinces, et dans des territoires. Il a parlé de l'approvisionnement régulier des médicaments. J'ai essayé de poser des questions aux agents de santé au niveau de la DPS, Division provinciale de la santé. Depuis que Guy Bandou est là, on m'a informé qu'aucune fois il a doté de médicaments dans des centres de santé ou dans les zones de santé du Congo central. Ne confondons pas les choses. Quand on dit qu'il faut l'approvisionnement régulier, ça veut dire que c'est le gouvernement qui doit doter? Et c'est quoi? Non, c'est un mécanisme d'approvisionnement. Faciliter qu'il y ait approvisionnement, qu'il n'y ait pas rupture amoxicilline. Vous cherchez l'aspirine n'existe plus. Vous cherchez, c'est ça, dans la compréhension des choses. Je pense, je ne sais pas. Dans ce secteur-là, jusque-là, il n'y a pas aussi de signal. Prise en charge des détenus. Là également, il n'y a pas de signal. Il y a des ONG qui partent là-bas au niveau des prisons. Vous avez vérifié que les détenus là ne sont pas pris en charge? Jusque-là, ce n'est pas la province qui le prend en charge. Ce n'est pas? Ce n'est pas la province. La plupart des cas, ce sont des ONG, des humanitaires, qui vont au secours de ces gens-là. Ceux qui tombent malades, on les envoie bien sûr à l'hôpital, mais avec quel genre de soins? Monsieur Chambouille, si vous êtes malade
à la prison, ici au Congo central, c'est la mort. C'est la mort. Même si on vous... Parce que pour qu'on puisse même vous déplacer de centres pénitentiaires, des centres de détention, jusqu'à dans une institution de santé, il faut qu'on voie d'abord que vous êtes devenu moribond. Et lorsque vous allez arriver là-bas, c'est une négligence, vraiment une négligence notoire de la part de nos médecins. Parce qu'ils savent que celui-ci c'est un indigène, il n'y a personne qui viendra nous payer de l'argent. Ce qui va payer sa prise en charge, c'est l'État congolais. Or, le système de l'État congolais, c'est connu de tous. Il peut emprunter aujourd'hui pour payer 5 à 10 ans après. Donc, c'est difficile. Cette prise en charge n'est pas encore exécutée. Donc, sur le plan social, là, nous avons parlé de la santé, pour ne prendre que cela. Sur le plan social, il y a la perte de pouvoir d'achat. Ça, c'est connu, c'est au niveau national. Et ici, jusque-là, il n'y a aucun effort qui est fait pour que le pouvoir d'achat des habitants du Congo central puisse augmenter un peu. Il y a aussi un problème de redynamisation de la maison de la femme. Ça, c'est le gouverneur qui avait dit ça. Mais je me pose une question. Est-ce que le membre du gouvernement provincial, les ministres, les commissaires, les conseillers du gouverneur, est-ce qu'ils ont le programme du gouverneur? S'ils ont le programme du gouverneur, qu'est-ce qu'ils font réellement? Parce qu'aujourd'hui, ici, les ministres et les gouverneurs avaient parlé de la maison de la femme. Prenons le cas de Matadi, parce que nous vivons à Matadi. Il y a la maison de la femme ici au quartier sud, dans la commune de Mvouzi. Ça se trouve dans quel état? Tel que le vieux Mbach l'avait laissé. Heureusement qu'il y avait Maman Denise Nyakeo avec sa fondation, ils ont essayé un peu de réhabiliter quelque chose là-bas. Mais le gouvernement provincial, depuis qu'ils sont là, est-ce qu'ils ont déjà fait quelque chose pour cette maison, la maison de la femme? Or, c'est prévu dans le programme du gouverneur. Ceux qui entourent les gouverneurs, est-ce qu'ils savent que le gouverneur avait prévu ça dans son programme? Il y a aussi des hommes de vieillards. Il y en a à Matadi, il y en a au Congo central, il y en a combien? Ça se trouve dans quel état? Et qu'est-ce qui est déjà fait? S'occuper des personnes vivant avec handicap. Si réellement des hommes vivant avec handicap étaient occupés par le gouvernement provincial, on n'allait pas les voir chaque jour devant les gouvernorats en ville en train de chercher de l'argent, en train de demander auprès des gens. S'ils demandent, c'est parce qu'ils ne sont pas occupés. Ce sont des êtres humains. On peut les placer dans des centres, de les former à travers différents métiers. Moi, j'avais un cousin qui était handicapé. Il marchait en vélo. Mais un bon couturier. En aucun jour, tu le verras aller dans des magasins, boutiques pour aller demander. Parce que chaque jour, il part dans son atelier de couture, il confectionne des habits pour femmes et il est payé $50, $100, ça ne lui disait absolument rien. Parce qu'il était encadré. Aujourd'hui, cette catégorie de personnes n'est pas encadrée. Jusqu'à maintenant, on ne voit absolument rien pour eux. Alors que c'est prévu dans son programme. Or, on devait quand même sentir quand même qu'il y a quelque chose qui se prépare, ou soit, voyez, dans ces coins-là, on est en train de construire un centre pour des handicapés. Ils vont apprendre beaucoup de choses là-bas sans pour autant payer quelque chose. Là, on allait applaudir et savoir que le gouverneur est en train de faire quelque chose dans ces secteurs. Mais jusque-là, il n'y a aucun signal. Si réellement, il y a quelque chose qui est fait, la cellule de communication doit communiquer. Parce que c'est ce que nous déplorons aussi. Il se peut que le gouverneur est en train de faire quelque chose, mais qui n'est pas connu par la population. Si nous, journalistes, analystes et consorts, nous ne connaissons pas, nous n'arrivons pas à palper des réalités de ce que le gouverneur est en train de faire. Et le petit peuple qui est à la maison, et l'agriculteur qui chaque fois il est dans son champ en train de cultiver, comment il saura que le gouverneur nous a promis ça et il a réalisé? Donc voilà un peu tout ce qu'il a prévu dans son programme. Lorsque vous parlez de santé sociale et consorts, donc là, vraiment, moi je ne vois jusque-là absolument rien. Ok, ça c'est votre point de vue. Oui. Le SONSO, cet axe ou la valorisation des ressources humaines? Merci de la question. Je ne voudrais pas revenir sur ce qu'a évoqué les camarades Abeille. Mais dans ce secteur, je voudrais plus aborder en ce qui concerne plutôt le secteur, n'est-ce pas, disons, de l'encadrement de la jeunesse, parce que le gouverneur avait dit qu'il faudrait encadrer la jeunesse, oui. Notamment il y a l'emploi et l'entrepreneuriat. Aussi les activités, pas des activités sportives. Oui. C'est en cela qu'il avait promis qu'il faut qu'il y ait aussi construction des infrastructures sportives, parce que on ne peut pas envisager promouvoir ce secteur s'il n'y a pas des infrastructures.
Et en cela, je pense qu'il y a des petits signaux, quand bien même qu'il faut minimiser, mais il y a des signaux, parce que nous parlons par exemple en ce qui concerne le football, les fameux chantiers du stade de Lumumba, l'éternel chantier du stade de Lumumba. Je pense aujourd'hui, d'abord il faut affirmer que les travaux sont en cours, mais qui évoluent à pas de tortilles. Ça, c'est vraiment évident. Donc, il a promis de poursuivre. Il a promis qu'il va achever, qu'il va construire jusqu'à sa finalité. Et vous dites que ça évolue à pas de tortilles? À pas de tortilles, tout à fait. Mais on a vu, on a vu un député. Ça s'est passé dans le journal ici chez nous. Il y a une équipe qui est allée en Afrique du Sud pour la toiture. La toiture, évidemment, c'est ce que je dis, Il y a encore beaucoup à faire. C'est pourquoi j'ai dit à pas de tortilles. Okay. Les travaux s'exécutent, mais à pas de tortilles. Et en dehors de ça, parce que non seulement le football, il a cité d'autres disciplines qu'il faut aussi accompagner les jeunes dans ce sens-là, mais en ce qui concerne les infrastructures, en tout cas, je pense que ça pose encore problème. Mais il y a des signaux, quand vous allez par exemple aussi à Kisantu, il y a un stade qui est en pleine construction, le stade Fouki, si je ne me trompe pas, est financé actuellement par l'exécutif provincial. Il y a des factures qu'il fallait honorer. Le gouverneur est en train de s'y atteler pour que les travaux avancent. Donc là, dans ce secteur, il y a des signaux. Mais je reviens dans le secteur de la santé, parce que là aussi, c'est un problème. Lorsque vous allez au niveau des maisons de détention, lorsque je vous donne l'exemple, à la prison centrale de Kamolaï, ici à Matadi, c'est presque chaque semaine où l'on enregistre, n'est-ce pas, des cas de décès. Et là, lorsque vous allez, la prise en charge n'est pas tellement effective. C'est en cela que je profite pour interpeller l'autorité provinciale de voir dans quelle manière, dans quelle mesure, ensemble avec la division, n'est-ce pas, de la santé, de la justice et le ministère provincial de la justice pour essayer comment assister nos frères et sœurs qui passent les séjours au niveau de nos différentes maisons d'arrêt. Non seulement ici à Matadi, parce que la province, ce n'est pas seulement Matadi, mais partout ailleurs. Comment venir en aide, comment doter, n'est-ce pas, de ces maisons de carcération, des médicaments pour qu'en cas de maladie, que ces personnes soient soignées. Donc voilà un peu quelques points qu'il faut relever à ce niveau-là. Je pense qu'il y a des petits signaux, mais je sais qu'il y a encore beaucoup à faire et je pense que le gouverneur va faire au-delà de ce qui est déjà fait. Ok, merci. Blanchard, développement social et valorisation des ressources humaines. Oui, merci Chambouille. Je commence au secteur de la santé. S'il faut voir nos amis qui sont incarcérés au niveau des cachots et prisons et autres, moi je voulais des fois de plus interpeller le gouverneur étant le représentant du chef de l'État au niveau de la province. Grand interpellateur. Oui. Dans le sens que, si aujourd'hui, je ne sais pas si ce serait contredit par le maître qui est avec nous ici, je ne sais pas s'il y a combien de gens qui sont détenus, mais combien qui ont été condamnés au niveau de la prison. C'est un travail que le gouverneur peut aussi faire. Là, il y a des statistiques. Oui. Au niveau de la prison. Alors, si quelqu'un qui n'est pas encore condamné, la question qu'on doit se poser, qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas? On doit désengorger des pouvoirs. Sa fuite est à craindre. Enfin, non. Mais si sa fuite est à craindre. Comment? S'il faut tenir compte des réalités. J'ai eu la chance, par exemple, au compte de l'église, de faire des descentes au niveau de la prison. Mais quand on pose des questions aux gens qui sont là, parfois il y a des raisons, je sais pas, je ne dirais pas que ça ne compte pas, mais... Bon, ça, c'est pas sur le plan de la santé. Oui. Mais non, ça dit, je pas il fallait le dire quand on a parlé de la justice. Excusez-moi, je n'ai pas dit ça parce que, étant donné qu'ils se sont atassés, ça crée des ennuis. Parce que une prison qui est construite, qui doit avoir une capacité d'accueil, par exemple, de 100 personnes, et qu'on retrouve 500 personnes, ça pose problème. Et au niveau des handicapés, là, je voulais aussi dire quelque chose. Vous voyez nos jeunes, nos papas, nos jeunes frères qui se déclarent être handicap et qui font la ronde chaque samedi au niveau de la ville. Demander, si je dois l'appeler ainsi, s'il y a possibilité, le gouvernement peut voir dans quelle mesure mettre fin à ces phénomènes. Parce que ça montre une mauvaise image de la province. Comment quelqu'un qui a ses deux bras, mais parce qu'il a une déformation au niveau de son pied, il ne doit rien faire pour aller prendre 200 francs, 100 francs chez un Indien? Non. Il y a moyen que le gouvernement puisse voir comment recenser tous ces gens-là et voir des maisons renommées. Par exemple, il y a des gens, il est tailleur, il est ceci, il est cordonnier, il est ceci. Voir comment affecter ces gens-là comme ça qu'ils puissent être utiles demain ou après-demain. Comme l'a dit notre ami qui est sur ce plateau, qui dit qu'il a son cousin
mais qui aujourd'hui a marqué son handicap, mais fait quelque chose. Là aussi, ça peut aider. La jeunesse, excellence, c'est vrai. On est en train de voir via les maires de la ville, prendre les gens, ça et là, tout ça. C'est bien, mais le métier, c'est ce qui est plus important. On doit apprendre aux gens comment pêcher. À la place, allez vous exposer là. Mais il a prévu, il y a tout un pilier, emploi et entrepreneuriat. C'est ce que j'ai dit, mais maintenant sur le terrain, qu'est-ce que nous voyons? On a vu les maires prendre quelques jeunes, les placer dans des carrefours et consorts, demander des documents, mais parfois il entre en conflit avec les chauffeurs, avec les motocyclistes et tout ça. Là c'est bien, mais sauf que c'est éphémère. Quelqu'un doit avoir du métier. Il doit avoir quelque chose, parce que des mois après demain, comment il peut survivre seul? Le gouverneur doit apprendre à la jeunesse comment pêcher, et non, par exemple, pourquoi vous parlez, vous avez le sens de parler peut-être de ce qui inquiète, mais vous ne parlez pas de ce qui est positif. Parce que j'ai essayé de voir, personne ne parle de l'éducation. Alors ça fait partie de ces piliers par rapport à le mal maintenant, par exemple, Chambouy, valorisation vous retenez les détails, mais quand vous parlez parfois, vous oubliez de nous dire. Moi, dans les piliers pas. Ici, vous avez lu, vous n'avez pas épinglé. Ce n'est pas à moi de vous dire tel. Moi, je vous dis valorisation. C'est ce que vous avez lu. Vous avez le programme avec vous. C'est une année après. Oui. On ne peut pas tout maîtriser en tête. Raison pour laquelle, quand vous nous aidez... Vous veniez dans une émission, vous savez combien vous allouez. Bien sûr que oui, mais sauf qu'on ne peut pas... Lui, il a amené son papier. Hein. Oui. Toi, sans papier, j'ai cru peut-être que tu as une tête encore beaucoup plus fraîche. On a des éléments, mais sauf qu'il y a quelques histoires qui peuvent bien nous échapper. Mais cela n'exclut pas qu'on puisse émettre nos points de vue. Ok, merci. Moi, je pense que le gouverneur, dans son équipe, il doit avoir quelqu'un qui doit l'aider à communiquer. Parce que tout ce qu'on est en train de faire ici, il peut arriver. Il y a des choses, il y a des éléments qui nous échappent. Okay. Parce que le gouverneur n'a pas eu merci à parler. Zembele, vous parlez en dernier lieu par rapport à ce pilier ou cet axe de valorisation des ressources humaines. Un pays, on ne le dirige pas seulement par vos propres efforts. Tout comme la province ne peut pas seulement être dirigée à 100% par les propres efforts de la province ou du gouvernement. C'est là où intervient ce qu'on appelle le partenariat. Parce que les camarades veulent dire que non, le gouvernement ne fait rien là-bas, ce sont des ONG qui les font. Mais oui, ce sont des ONG qui sont partenaires à la province. Oui. C'est l'argent que les ONG dépensent. Ce sont des budgets que les partenaires donnent pour telle province. Vous voyez, par exemple, je prends l'exemple de l'entrepreneuriat. Pas d'MP. Le pas d'MP, mais les partenaires, par exemple, ils peuvent donner, par exemple, $100,000 pour la province du Congo central. En matière, pour les jeunes entrepreneurs. Ce n'est pas la province qui a sorti l'argent. Mais ce sont les partenaires de la province ou du pays qui ont donné cet argent pour permettre aux jeunes. C'est-à-dire la province aussi donne... Ils sont là parce qu'il y a la bonne gouvernance. Oui, parce qu'il y a la bonne gouvernance. Et suivant les axes aussi du programme du gouverneur. Quand il parle de l'entrepreneuriat, les ONG disent, ok, là-bas, il y a les pas d'un pays là. Et je vous dis, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont bénéficié de financement des pas d'un pays. Et qui créent des entreprises, dans ces entreprises où ils engagent et ils payent les taxes. Donc je pense que c'est dans ces partenariats-là que nous pouvons applaudir le gouverneur dans ce emploi et entrepreneuriat. Entrepreneuriat. Mais quand nous parlons de nos frères handicapés, nos frères prisonniers, nos frères en fait malvoyants, le homme des vieillards, nous pensons, comme les camarades venaient de dire, le gouverneur ne peut pas être, c'est vrai qu'il est l'initiateur de la vision, mais ses ministres doivent aussi l'aider. Et chacun dans son secteur, il doit travailler pour que la réussite
de la vision du gouverneur soit effective. Sinon, c'est l'échec. Voilà, le temps nous est compté, nous allons vers la fin. C'est ainsi que nous allons mettre ensemble les deux derniers axes. Il s'agit de la modernisation des infrastructures et puis environnement et développement durable. Je commence avec Abeille encore parce que je vois lui, il a son carnet, il s'est préparé sérieusement pour cette émission. Vraiment. Voilà, merci. Maintenant, dans cet axe de développement, modernisation des infrastructures, qu'est-ce que vous avez pu relever par rapport à ce qui a été prévu et ce qui s'est fait jusque-là? Modernisation des infrastructures et aménagement de la province, les gouverneurs avaient prévu rechercher des investisseurs publics et privés, mettre en place un plan d'aménagement de la province. Et là, il a souhaité que ça soit sur base d'un édit. Et les députés devraient quand même, voter un édit en ce qui concerne le plan d'aménagement de la province. Il y en a aussi, parce que c'est pas longtemps qu'on vient de voter un édit pour l'aménagement de la province et la gestion des notaires. Il y a également cette histoire de vente des terres pour mettre des cimetières privés, hein, parce que c'est une pratique qui ne bénéficie même pas à la province. Quelqu'un vous vend un espace à 3 000, 4 000 $, voire même 5 000 $, et c'est pour mettre dans sa gibecière et c'est fini. Donc là, il y a déjà l'édit est là, mais il y a aussi recherche des investisseurs. Jusque-là, les gouverneurs, je ne sais pas dans ces démarches, est-ce qu'il y a déjà des investisseurs qui se sont annoncés? Parce que on n'a pas encore vu des investisseurs venir à ce qui concerne investir dans ces secteurs d'infrastructure et d'aménagement de la province. Je reconnais, à l'époque où il y avait Justin Luemba à la province, il y avait un projet de la Banque mondiale, PDU, projet de développement urbain, qui était venu pour l'aménagement de la ville de Matadi à l'horizon 2030. Il y a eu de bons projets à ce qui concerne l'eau, l'électricité, même asphalter des routes, mettre des caniveaux et tout. Donc il y a déjà des projets pareils qui existent, où ça pouvait aider les gouverneurs, servir les gouverneurs à un indicateur ou un tableau de bord pour le permettre d'essayer un peu de voir, comparer à quel axe il peut commencer. Parce que ce que nous devons savoir est que la population doit savoir que ces programmes, lorsque les gouverneurs l'avaient conçu, ils n'étaient pas encore gouverneurs. Il était candidat, gouverneur. Il a conçu un programme qui, une fois élu, voilà ce que moi, je vais faire. Dès qu'il était élu, il a présenté quelque chose. Un correctif. Ce programme que nous avons, ce que moi j'analyse ici, est qu'il y a eu l'offre, son programme qu'il a pu faire avant d'être élu. C'est ça. Mais dès qu'il a été élu, lorsqu'il s'est présenté à l'Assemblée provinciale, il a fait des retouches, il s'est adapté aux réalités. Tout à fait. Il s'est adapté aux réalités, mais il n'était pas encore gouverneur. Il était investi. Non, il était déjà investi par l'ordonnance du président de la République. Attention. S'il vous plaît, M. Chambouy. M. Chambouy. Par le président de la République, oui, au niveau de l'Assemblée provinciale pour présenter son équipe gouvernementale. Ouais. C'est le jour où il a présenté aussi ça. Je ne sais pas si c'est moi qui se trompe. Bien sûr. Alors, lorsqu'il avait présenté ça, il n'avait pas encore la connaissance qu'il a aujourd'hui de la province. La réalité l'échappait. Parce que comprenez, nous comprenons tous que le gouverneur n'a pas beaucoup travaillé ici. Ce n'est pas un tabou. Guy Bandou n'a pas beaucoup travaillé au Congo central. Il est venu d'ailleurs, il vient et il est devenu gouverneur. Donc certaines réalités l'échappaient au moment où il n'était pas encore gouverneur. Alors, lorsqu'il s'est rendu compte que ce qu'il avait prévu avec des réalités, ça ne lui permet pas de réaliser, peut-être il devrait communiquer encore davantage. Voilà ce que j'avais prévu pour tel moment. Parce qu'il y a même des programmes que le gouverneur avait prévus pour ces 100 jours. Et qu'est-ce qu'il a réalisé dans ces 100 jours? Presque rien par rapport à ce qu'il avait prévu. Presque rien, parce que nous en avons, le temps nous imparti, nous fait défaut. On allait mollo, point par point. Voilà, il avait prévu ça, mais ce qu'il a fait, cela n'est pas fait, voilà.
Donc, dans beaucoup de secteurs, il n'y a pas d'indicateur. Donc, l'infrastructure et aménagement de la province, il doit encore beaucoup travailler parce que nous sommes dans une année électorale où la population attend de lui. Il y a l'énergie. Jusqu'aujourd'hui, les problèmes du courant posent problème. Tel que nous sommes en train d'enregistrer cette émission, nous ne savons pas si nous allons terminer ou nous n'allons pas terminer pour que le courant puisse partir. Jusque-là, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il y ait quand même amélioration dans ces secteurs? Parlons de l'eau. La régie des eaux pour la ville de Matadi sollicite au gouvernement 7 millions de dollars. 7 millions, je dis bien 7 millions. Quelque chose que la DGRKCP cherchait à débourser pendant 2 mois. Pour que la situation de l'eau dans la ville de Matadi soit améliorée. C'est que j'ai dit, les gouverneurs, les directeurs... Vous aussi, vous parlez comme quelqu'un qui n'est pas dans les institutions. La DGRKC qui fait 6 millions doit prendre dans 2 mois, il donne tout l'argent pour la régie des eaux. Donc j'ai dit 2 mois. 2 mois, c'est pas 6 millions. Mais 7 millions. 6 millions, c'est 1 mois. La régie des eaux a besoin de 7 millions. Moi, je vous dis... La régie fait 6 millions par mois. Chambouilly, il y a la rétrocession. Quelque part, il y a Maître Simo qui avait parlé de la rétrocession qui n'arrive pas. C'est faux. Le mois de septembre, octobre, novembre, jusqu'au mois de mars, il y a eu rétrocession. C'est à peine après la question orale avec débat de l'honorable Mangovo. C'est à peine que les communes ont l'argent pour 3 mois. La rétrocession arrive, il y a de preuves qu'ils ont l'argent de la rétrocession. Il y a, dans d'autres secteurs, il y a l'argent qui arrive. S'il ne faut pas même pas parler seulement de la DGRKC. Il y a dans tous les 3 secteurs qui pouvaient produire de l'argent pour la province du Congo central. Il y a de l'argent. Donc, si réellement il y a la volonté politique, les gouverneurs doivent faire quelque chose pour soutenir la régie des eaux afin que les problèmes d'eau soient résolus dans la ville de Matadi. Mais l'argent que nous payons tous les jours à la régie des eaux ici, ce n'est pas suffisant. Ça fait quoi? Chambouilly, vous allez constater que ces jours-ci, il y aura augmentation dans des factures d'eau. Je ne suis pas porte-parole de la régie des eaux, mais c'est un projet que le nouveau directeur général de la régie des eaux a prévu. Parce qu'il a constaté que la régie des eaux dépend beaucoup du gouvernement. Alors, pour dépendre du gouvernement, ça leur cause du tort. Alors, pour qu'ils soient réellement indépendants, il faudrait augmenter un peu les coûts de la facture pour permettre à cette structure, à cette entreprise de prendre en charge toutes ces produits. Ça va, nous passons. Donc voilà un peu, Chambouilly, ne parlez même pas de ce qu'on paye là-bas. Ça ne représente absolument rien. Parce qu'un mètre cube à la régie des eaux, c'est presque 1000 francs. Merci. Nous passons à Maître Lusonso. Les 2 derniers axes où nous parlons de la modernisation des infrastructures et puis environnement et développement durable. Je pense qu'en ce qui concerne les infrastructures, il y a beaucoup à faire parce que de manière globale, il faut voir les écoles, parce que vous savez, le chef de l'État qui a décrété la gratuité de l'enseignement, il faut accompagner le chef de l'État dans ce sens pour construire et même réhabiliter les infrastructures scolaires. Je crois la réponse nous sera donnée par ces projets, ces vastes projets de 145 territoires, mais la province, quand bien même il y a ces projets de 145 territoires, la province peut toutefois aussi accompagner les chefs de l'État. La province a construit dans chaque territoire une école. Dans chaque territoire, oui, c'est possible. Ces programmes, c'est possible. S'il faut y aller mollo, c'est question qui est, n'est-ce pas, de la volonté politique, comme il a dit lui-même. Donc, c'est possible. Question de faire une étude, la densité, n'est-ce pas, la demande de la population des enfants, là où il y a tant d'enfants, alors qu'il se pose un problème d'infrastructure. Parce qu'on ne peut pas retrouver dans une salle de classe dont la capacité est de 10 ou 20 élèves, mais vous retrouvez 30, 40, 50 élèves. Ça ne passe pas. Donc, voilà un peu. Il faut construire les écoles, mais la santé aussi. Dans les milieux reculés, il faut construire les centres de santé, les hôpitaux, ainsi de suite. Et pourquoi pas aussi réhabiliter dans les milieux urbains des hôpitaux que nous avons. Vous savez, je me souviens ici, il y a un musicien congolais qui a chanté, qui a parlé, n'est-ce pas, d'un hôpital à Kinshasa, ex-Mama Yemo. Mais aujourd'hui, nous avons des retombées. Cela a poussé au gouvernement central de pouvoir réhabiliter. Et au niveau de la province aussi, pourquoi ne pas réhabiliter, n'est-ce pas, les hôpitaux, dites, n'est-ce pas, disons, de l'État. Je vois ici, par exemple, c'est prévu. Quand j'ai lu le programme, je vois que c'est prévu aussi. C'est ce que nous encourageons. C'est prévu, nous disons qu'est-ce qui a été fait, rien n'est encore fait, donc nous estimons que ça sera fait. Moi, je suis optimiste. Et les infrastructures sportives, je parlais des stades, il y a quelque chose qui s'est fait déjà par rapport aux chantiers qui existaient déjà depuis lors. Et en dehors de ça, il y a des routes qu'il faut construire, non seulement des routes de dessertes agricoles qu'il faut construire. Vous savez, lorsque nous étions ici il y a une année passée, j'avais dit qu'il y a des chantiers qui avaient été lancés à l'époque de M. Atumatubwana, mais des chantiers qui étaient en suspense. Mais aujourd'hui, ce qui est vrai, il faut être honnête devant la caméra,
Il y a des routes qui étaient en construction. Aujourd'hui, les travaux ont été achevés, notamment en Banzangungu. La voie urbaine a été construite. Ça, j'encourage, n'est-ce pas, l'exécutif provincial. Mais il faut aller au-delà. Prenons ici à Matadi, nous connaissons un casse-tête pour circuler librement ici à Matadi. Donc, on voit des nids de poules partout, des trous partout. Donc, la voirie pour circuler, c'est vraiment un problème sérieux. Voilà pourquoi nous interpellons les gouverneurs des provinces pour travailler d'arrache-pied comment développer ces secteurs. Pourquoi ne pas encore envisager, n'est-ce pas, les routes de dessert agricole, c'est encore un problème. Donc, voilà. Ok, Blanchard, aborder ce dernier point, les deux axes qui nous restent, parlant des infrastructures et puis de l'environnement. Bon, au niveau des infrastructures, c'est pas facile pour construire des routes et consorts, mais si vous seulement voir la vie de Matadi ici, moi je dirais il y a des signaux. Il y a une volonté de ce côté-là, mais sauf que le gouverneur doit avoir des gens pour nous donner des précisions ou encore des éclairages. Vous insistez beaucoup pour les gens. Vous êtes informé qu'il n'a pas de bons gens? Non, il n'y a pas de bons gens parce qu'aujourd'hui nous parlons que de lui. Il n'y a jamais eu une mauvaise troupe. Il n'y a qu'un mauvais chef. Mais parce que vous insistez beaucoup par rapport à ça. J'insiste parce que aujourd'hui, vous voyez même les ministres là. On ne parle même pas des ministres ici. C'est comme ici, dans ce programme ici, le gouvernement... Mais les ministres vont parler maintenant. Non, ils vont parler parce que d'ici là, le mois prochain, le 27 juin, ça sera une année. Nous, ma bannière, nous allons vers chaque ministre. Nous allons inviter chaque ministre. Il doit venir rendre compte devant la population. Nous allons aller... Ils ne vont pas parler. Nous allons dire à la population. Nous allons aller vers eux. En principe, faire parler des ministres, si ma bannière, oui, juste donner l'information, mais c'est au niveau de l'Assemblée provinciale. C'est là où, en principe, les députés devaient interpeller chaque ministre en rapport avec son cahier de charges pour donner des détails sur ce qu'il a déjà fait. Qu'est-ce qu'il devait faire, ce qu'il a fait. Parce qu'aujourd'hui, si moi j'interpelle plus le gouvernement, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est rédivable. Maintenant qu'il ne travaille pas seul. C'est pour ça que je dis, il y a des choses qui ont été faites. Et par rapport à ça, il peut arriver que nous manquons de l'information. Et la série de communication du gouverneur doit aider le gouverneur pour donner des comptes rendus en rapport avec ce qui se fait. Et même lui-même, le gouverneur, s'il peut instaurer un système, périodiquement, même une fois 3 mois, dire quelque chose en rapport avec ce qu'il a eu à réaliser, ça peut rassurer. Parce que d'emblée, comme ça, c'est comme si ça sort qu'il est en train de rien faire, alors que la province du Congo central est aussi vaste. Voilà, donc, merci Blanchard. Nous voulons voir le gouverneur dans ses actions. Zembele, oui, nous parlons infrastructure et environnement. Vous savez, les deux axes, je suis resté cohérent depuis le début. Nous sommes à l'an 1 de son Excellence, Monsieur Guy Bandou. Moi, je crois en lui, comme je crois à sa vision. Ouais. Ce que nous pouvons marteler ici. Je me rappelle que dans notre dernière émission, dans la conclusion, vous disiez que le gouverneur vient, c'est un homme compétent. Je me suis dit, mais il parle de les compétences sans l'avoir encore vu à l'œuvre. Bien sûr. Et je vois que, comme vous dites, que vous restez constant. Je lui fais encore confiance. Nous pensons que c'est l'homme de la situation actuellement. Il peut faire quelque chose, sauf qu'il doit être accompagné. Les députés provinciaux doivent faire leur travail. Le gouverneur fait voter un budget chaque année et ce sont ces députés qui doivent savoir, conformément à la vision du gouverneur, les budgets qu'il les a amenés, à l'argent qu'ils leur ont donné, parce que ce sont eux l'autorité budgétaire, ils savent qu'ils ont donné l'argent pour tel axe, et ils doivent être stricts, ils doivent avoir de stricts contrôles au niveau du gouvernement provincial pour qu'ils contrôlent. Sinon, ils ne font pas leur travail. S'ils ne font pas leur travail, et le gouverneur se sentira à sel, et la rivière qui a été délaissée sel n'a pas engendré des bonnes, n'a pas roulé sur la droiture. Donc je pense que le gouverneur, le gouverneur a de bonnes idées, a une bonne vision, sauf qu'il doit être contrôlé par l'autorité budgétaire qui met les moyens. D'une part, la population aussi doit
s'accaparer de la vision de son leader, de son gouverneur. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, nous arrivons presque à la fin de cette émission, mais je préfère terminer cette émission par la régie. La régie, je vous demande un élément, l'élément des gouverneurs où il parle de sa vision. Global poursuivi par ce discours-programme est d'exposer, à travers les axes du programme d'action précité, les principales mesures gouvernementales susceptibles de créer les conditions permettant d'atteindre une forte croissance nécessaire à la province pour accroître ses ressources et financer ses politiques essentielles. Cette croissance passera notamment par la construction et la réhabilitation des infrastructures de base, la création des conditions encourageant l'initiative privée, le plein emploi de la jeunesse, ainsi que la mise à contribution de celle-ci aux activités essentielles. Les ressources ainsi générées permettront de lutter contre la pauvreté au travers de la prise de décision idoine et de l'exécution des actions sociales concrètes. Telle est en résumé la quintessence du présent discours-programme. Au-delà de la dimension politique et programmatique, ce discours est porteur d'une vision que je place au centre de l'action gouvernementale, celle de l'émergence d'une province à fort potentiel économique. Oui, l'émergence du Congo central est possible si l'on applique une politique agricole efficace de ces 2 millions de terres arables, de manière à faire de notre chère province l'un des greniers les plus importants de la République démocratique du Congo et de la sous-région. Oui, l'émergence du Congo central est possible si l'on met intelligemment à profit sa position géographique avec la République du Congo au nord, l'Angola au sud, la province de Kinshasa et celle du Kwango à l'est, l'océan Atlantique et l'enclave de Cabinda à l'ouest. Une posture naturellement favorable pour faire de cette province un véritable hub économique et commercial de la sous-région. Oui, l'émergence du Congo central est possible si l'on exploite efficacement et de manière durable le potentiel que renferme son secteur minier, énergétique, environnemental, touristique, ainsi que le secteur des services, notamment avec ses infrastructures portuaires. De ces affirmations, il résulte que la conception des politiques publiques idoines et leur mise en œuvre autour des potentialités si haut identifiées sont un déclencheur essentiel du processus de diversification de l'économie du Congo central. À ce facteur, il faudra nécessairement associer l'implémentation d'un leadership visionnaire susceptible d'asseoir une meilleure gouvernance des affaires provinciales. Voilà, merci beaucoup la régie. Et nous concluons par ce message de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, par sa vision, parce que il croit que l'émergence du Congo central est possible. Votre conclusion? J'ai aimé le discours du gouverneur. Il croit à l'émergence du Congo central, mais avec des conditions. Parce que lorsque vous le suivez, il dit si. Donc, pour que ces si-là puissent se matérialiser, la conclusion est que le gouverneur doit revoir son entourage, doit revoir son équipe. Parce que il n'est pas le seul à travailler dans tous les 10 territoires au même moment. Il n'est pas le seul à travailler dans tous les secteurs au même moment. Voilà pourquoi il a des ministres. Que font ces ministres? Certains de ces ministres ne font absolument rien. C'est ça votre conclusion? Non, je vais conclure s'il vous plaît, Chambouyi. Donc que le gouverneur de province puisse revoir son équipe. D'abord, l'équipe gouvernementale. À tout moment. Mais mettre des gens compétents qui vont matérialiser sa vision. S'il continue à garder cette équipe avec des conseillers amorphes, avec une cellule de communication. Retire tout d'abord les mots amorphes. Bon, je retire. Okay. Bon, c'est par rapport au travail, c'est pas par rapport à leur aptitude physique, c'est par rapport au travail. Et des conseillers qui ne travaillent pas. Il est conseiller, mais il ne travaille pas, il n'aide pas son chef pour qu'il puisse matérialiser son programme. Avec une cellule de communication qui n'arrive pas à bien communiquer les réalisations du gouverneur. Je vous assure, nous sommes dans une année électorale où le chef de l'État veut être réélu pour la seconde fois au Congo central. Le gouverneur
fait la vision du chef de l'État et au risque de faire échouer le chef de l'État parce qu'il n'arrive pas à matérialiser ce que lui-même a prévu. C'est ça ma conclusion. Blanchard, votre conclusion? Ma conclusion serait dans le sens que le gouverneur a de très bonnes intentions, mais se pose un problème en rapport avec la réalisation. Et moi, je ne demanderai pas qu'il puisse revoir, mais sauf que c'est seulement avec Guy Bandou qu'on a 10 ministres et 10 commissaires. J'ai fait des petits calculs avant de venir ici. Si avec ces 20 personnalités, chacun doit avoir un cabinet pour avoir 20 personnes, prendre 20 ministres, donc 10 ministres et 10 commissaires, ça fait 20, fois 20 collaborateurs, ça serait 400. Et payer tous ces gens-là, c'est l'argent qui pouvait servir à autre chose. Quelle chose? Tout ce qu'il a évoqué ici, il n'est pas déçu. Si là, ce sont des moyens, si là, c'est l'intelligence, on doit mettre en place pour réaliser ce que lui veut. De très bonnes intentions, de très bonnes ambitions, mais il y a un si. Et moi, si je dois conseiller au gouverneur, là où il peut encore avoir l'argent, c'est de voir comment revoir le nombre de ministres. Parce que 10 ministres, c'est bien, mais les 10 commissaires, ça devient une dépense de trop et ça n'aide pas la province. Zembele. Oui, le gouverneur... Votre conclusion? Encore, vous comprendrez que partout, il mettait ainsi. À condition que l'émergence de la province du Congo central est possible, à condition que, c'est-à-dire, en réalité, à condition que nous ayons le moyen pour changer l'agriculture manuelle à l'agriculture mécanique. À condition que nous ayons le moyen d'utiliser intelligemment nos 4 frontières qui nous entourent, comme venez de les réciter. À condition que, ce que nous pouvons proposer à son Excellence, M. le ministre, M. le gouverneur, c'est de bien vouloir se donner les moyens de sa politique. Il a une politique qui se donne le moyen de sa politique, peut-être en faisant des coupes budgétaires, en réduisant l'effectif, comme le camarade vient de dire, et à gérer rigoureusement le moyen financier de la province. Ceci va aider la province à affecter les moyens dans d'autres secteurs qui en ont besoin. Maître Lusonso. Merci, M. Chambouyi. Je viens de suivre, n'est-ce pas, les gouverneurs. Je pense que il dit l'émergence est possible si nous faisons ceci, si nous faisons cela. Pendant qu'il était en train de parler, il sollicitait à ce que l'Assemblée puisse investir son équipe gouvernementale. Dès lors qu'il a les pouvoirs, l'impérium, avec son gouvernement provincial, le verbe ne doit plus être conjugué au conditionnel. C'est-à-dire, il doit se mettre au travail, lui, avec son gouvernement, pour travailler, pour faire développer, booster le développement de la province du Congo central. Désormais, les si, c'est du passé. Étant donné qu'il est gouverné avec son équipe gouvernementale, il doit conjuguer les verbes au présent pour envisager un développement au futur. Et donc, nous avons dit ici, je l'ai dit, quelque chose a été fait, beaucoup reste à faire. Moi, je suis encore optimiste, je l'encourage, je le soutiens. Je demanderai également à la population de faire encore confiance et de les soutenir. Et surtout, sauvegardons ce climat de paix pour que notre province aille de l'avant. Voilà, merci. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, auditeurs et internautes, nous vous disons merci des temps que vous avez voulu nous accorder pour suivre cette émission. Le temps pour moi de remercier Maître Simon Lusonso, qui est avocat et analyste politique. Mon confrère Abey Lukaou, il est journaliste et analyste politique. De ce côté, j'ai Nzembele Mabanza, qui est président d'un parti politique, la Nouvelle Alliance, quoi. Nouvelle génération consciente. Nouvelle génération consciente, merci. Et puis Blanchard Maloulou, qui est aussi président d'un parti politique proche de l'Union Sacrée. Mesdames, Messieurs, il ne nous reste qu'à vous dire au revoir et à la prochaine pour un autre numéro de Plateau Spécial.